James Harlow a trouvé la petite fille le visage dans la neige et a cru qu'elle était morte. Il a mis pied à terre avant même que Buck ne s'arrête. Il l'a retournée à deux mains. Ses lèvres étaient grises. Ses yeux étaient fermés. Il a pressé son oreille contre sa poitrine et n'a rien entendu. Pendant une seconde qui a duré le reste de sa vie, et puis un battement de cœur faible, lent. Là, il a levé les yeux. Une femme était à genoux dans la congère à 10 pieds de là. Elle creusait avec ses mains nues et ensanglantées. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle creusait simplement. Un garçon se tenait derrière elle, tenant une lanterne. Il avait 12 ans. Seul sur une route du Montana, en plein blizzard, avec sa famille mourant dans la neige. James Harlow les a regardés tous les trois, et il a pris la seule décision qu'un homme avec une conscience pouvait prendre. Il a soulevé la fillette et a dit, « Nous partons toutes de suite, vous tous. » Cette décision allait lui coûter tout ce qu'il avait, et il la prendrait à nouveau, sans la moindre hésitation. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. James Harlow n'avait pas prononcé le nom de sa femme depuis 4 ans. Ce n'était pas parce qu'il avait oublié, ni parce que le deuil s'était apaisé au point qu'un homme puisse vivre avec sans en souffrir. C'était parce que dire son nom à voix haute la rendait à nouveau réelle. Et la rendre réelle signifiait la perdre à nouveau. Et il avait décidé, durant l'hiver qui a suivi l'enterrement, qu'il n'avait plus assez de force en lui pour survivre à sa perte une deuxième fois. Son nom était Carolyn. Il ne le prononçait pas. À la place, il travaillait. Il travaillait la terre du Montana comme la terre l'exigeait. Sans s'arrêter, sans pitié, sans le luxe d'un jour juste pour s'asseoir et penser. Parce que penser menait à Caroline. Et Caroline menait à l'enfant enterré à côté d'elle dans le champ sud. L'enfant qui n'avait jamais pris une respiration assez forte pour pousser un cri. Ils avaient décidé de l'appeler Grace avant sa naissance. Il ne prononçait pas ce nom non plus. Il vérifiait la clôture nord à 4 heures quand le ciel a pris la couleur qui annonçait des ennuis. Pas le gris doux d'une tempête de neige ordinaire, mais le gris plat et oppressant d'un blizzard qui a déjà décidé de ce qu'il va faire et qui arrive simplement pour l'exécuter. Le vent était tombé 1 heure plus tôt. C'était ça qui l'inquiétait. Un vent qui tombe avant un blizzard n'était pas un signe de clémence. C'était la tempête qui reprenait son souffle. Il a tourné Buck vers la maison. Il les a trouvés à 3/4 de mile de son portail. Le chariot avait heurté une ornière cachée et s'était renversé violemment sur son côté droit. Tout ce qu'il contenait s'était répandu dans la neige. 2 malles, une caisse, un rouleau de toile qui aurait pu être de la literie. L'essieu arrière était nettement cassé. Ce n'était pas réparable sur une route en plein blizzard. Ce n'était pas réparable cette nuit-là. James a d'abord vu la femme, à genoux dans la congère, creusant la main nue. Elle ne criait pas, n'appelait pas à l'aide. Elle s'acharnait sur la neige avec la concentration méthodique d'une personne qui a dépassé la panique, pour atteindre quelque chose de plus dur et de plus silencieux. Ses mains saignaient. Il pouvait le voir à 20 pieds de là, la tache sombre sur le blanc. Il a vu le garçon en second, debout derrière elle avec une lanterne dans les 2 mains, la mâchoire serrée, sans pleurer. L'expression sur son visage n'était pas celle d'un enfant. C'était l'expression de quelqu'un qui a déjà épuisé sa peur et qui fonctionne maintenant avec quelque chose qui ne s'épuise pas aussi facilement. Il a vu la fille en dernier. Elle était assise contre la roue, renversée, les genoux ramenés contre sa poitrine. Ses yeux étaient fermés et son visage avait la couleur de la cendre froide. James est descendu de Buck avant même que le cheval ne s'arrête. Il a traversé la distance en 4 grandes enjambées. Il est tombé à genoux dans la neige à côté de la fille. Il l'a retournée à 2 mains et a posé son oreille sur sa poitrine. Et il n'a rien entendu. Une seconde entière de rien, puis un battement de cœur. Faible, trop lent, mais présent. Eh, il a pris son visage entre ses mains. Eh, ouvre les yeux, tout de suite. Ses yeux se sont ouverts, marron foncé, sans fixer de point précis. Comment tu t'appelles? Eliza. Un filet de voix. Eliza. Je m'appelle James Sale. Je vais te soulever. Il l'a soulevée. Elle ne pesait presque rien. Cela l'a effrayé plus que tout le reste sur cette route. Il s'est levé et s'est retourné. La femme avait cessé de creuser. Elle était sur ses pieds et le regardait. De la manière dont une personne regarde quand elle a été déçue assez de fois.
au point que l'espoir est devenu quelque chose qu'on aborde avec prudence, de côté, comme un cheval en qui on n'a pas entièrement confiance. Qui êtes-vous? Sa voix était stable, ses mains tremblaient. James Harlow. J'ai un ranch à un demi-mile au nord. Il a regardé le visage d'Eliza, puis de nouveau la femme. Madame, cet enfant est en danger. Nous devons partir tout de suite. La tempête sera là dans 10 minutes. Je ne laisse pas mes mâles. Soit vous laissez les mâles, soit vous laissez l'enfant. Choisissez. Elle l'a dévisagé. Il a soutenu son regard et a attendu. Thomas, dit-elle. Oui, maman. Le garçon était déjà en mouvement. La petite mâle seulement. Laisse tout le reste. Elle a regardé James. Je suis Margaret Cole. Mes enfants sont Thomas et Eliza. Je paye ce que je dois. Quoi que vous offriez, je le gagnerai par mon travail. Oui, madame, nous réglerons ça plus tard. Allons-y. Elle n'a pas discuté. Il a noté qu'il se déplaçait vite. Thomas a attaché la petite malle à la selle de Buck sans qu'on lui montre comment faire. Margaret est montée sans aide. James lui a passé Eliza et Margaret a serré sa fille contre sa poitrine avec ses deux bras, de la manière dont une femme tient quelque chose qu'elle a failli perdre. Serré, en silence et sans lâcher prise. James a pris les rênes et les a conduits sur la route. La tempête a frappé avant qu'il n'atteigne le portail. Il n'a rien dit à ce sujet non plus. Il a juste marché plus vite. La maison du ranch était sombre quand ils sont arrivés par l'allée. James les a fait entrer et a alimenté le poêle de la cuisine. Il l'a fait brûler en moins de 4 minutes. Il a allumé la lampe. Il a regardé Eliza, que Margaret avait assise sur la chaise la plus proche du poêle. La chaise de Carolyn, ce que James a noté et mis de côté. Il a vu que la couleur de la fille changeait déjà. Le gris s'estompait, le rose commençait à revenir. Il a expiré un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. La chambre du fond, dit-il, la pièce la plus chaude de la maison. Prenez-la, vous et votre fille. Margaret le regarda, ainsi que Thomas. La pièce de devant. J'ai des couvertures en plus. Il se dirigeait déjà vers le couloir. Il y a une bassine dans la cuisine. L'eau sur le poêle est presque chaude. Vos mains ont besoin d'être nettoyées. Je vais bien. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Il a regardé ses mains, ouvertes sur les jointures. Le sang séché, sombre contre la peau froide. Puis il a regardé son visage. Non, dit-il, vous n'allez pas bien, mais vous irez mieux. Elle a ouvert la bouche. Madame Cole, il l'a dit doucement mais directement. Laissez-moi vous aider. C'est tout ce que je demande. Quelque chose a traversé son visage. Bref, comme une porte ouverte et refermée rapidement avant que le froid n'entre. Puis elle s'est assise à la table et a tendu les mains. Il les a nettoyées sans parler. Elle n'a pas émis un son. Thomas était assis de l'autre côté de la table, observant. Eliza s'était endormie sur la chaise devant le poêle. La tempête hurlait contre les murs et la lampe tenait bon. Quand James a fini de bander les mains de Margaret, elle les a regardées un moment. Elle ne l'a pas remercié. Il n'en avait pas besoin. Il s'est levé, a versé 2 tasses de café. Il en a posé une devant elle et s'est assis à l'autre bout de la table. Elle a enroulé ses 2 mains bandées autour de la tasse. « D'où veniez-vous? » demanda-t-il. « Du Colorado. Creek, elle a bu. Mon mari travaillait à la Mine Crescent. Contremaître. Il y a 14 mois, il y a eu un effondrement dans le puits inférieur. Elle a regardé la tasse. Ils m'ont donné 30 jours pour quitter la maison de la compagnie. 30 jours? C'est la norme. Elle l'a dit d'un ton plat, sans amertume, ce qui signifiait que l'amertume avait été traitée il y a si longtemps qu'elle était devenue autre chose. Juste la forme que prenaient les choses. J'avais un peu d'argent de côté, pas assez. Nous sommes venus au nord parce que le frère de mon mari a une exploitation forestière à North Fork. Sa femme m'a écrit, a dit qu'il y avait de la place et du travail. Vous alliez faire le trajet d'une seule traite, du Colorado à North Fork. Je m'en sortais bien jusqu'à l'essieu. James la regarda. Je sais ce que ça a l'air, dit-elle. Ça a l'air d'une femme qui fait de son mieux avec ce qu'elle a. Elle a levé les yeux, comme si elle s'attendait à autre chose de sa part et réajustait son jugement. Thomas a dit, « Monsieur Harlow. » James l'a regardé. « Nous nous sommes d'abord arrêtés à Coldwater Creek avant la route. » Il l'a dit avec précaution, pour demander un abri avec la tempête qui arrivait. Il a regardé la table. Nous avons frappé à 4 portes. Personne n'a répondu. Une femme a regardé par sa fenêtre et a tiré le rideau.
Margaret a dit, Thomas, il devrait savoir, a dit. Ça, a dit Thomas. Il a regardé James directement. Je ne le dis pas pour me plaindre. Je le dis pour que vous compreniez que ce que vous avez fait ce soir, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. La cuisine était très silencieuse. Non, dit James, je ne suppose pas que ce soit le cas. Thomas a hoché la tête une fois, lentement, emmagasinant l'information. Margaret regardait son café. James s'est levé. La tempête dure 2, peut-être 3 jours. Vous restez ici jusqu'à ce qu'elle parte. Il y a du travail si vous le voulez. Les poulets 2 fois par jour, le bois à rentrer. Je cuisine si mal que tout ce que vous produirez sera une amélioration. Il la regarda fixement. Nous ne tenons pas les comptes. Vous aviez besoin d'un abri et j'en ai un. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ce n'est pas rien, dit-elle doucement, ce que vous faites. Une femme et 2 enfants dans un blizzard. Il a pris sa tasse. Je n'allais pas vous laisser dehors, Madame Cole. Ce n'était même pas une décision. C'était une évidence. Il est allé vérifier les chevaux. Il était à mi-chemin de la cour, la tête baissée dans le vent, quand il a entendu la porte de la grange s'ouvrir derrière lui. Thomas. Le garçon a refermé la porte contre la rafale et s'est tenu dans le calme relatif de la grange. Les mains dans les poches et les yeux fixés sur Buck. Capitaine, apparemment, pour des raisons que James avait déjà décidé de ne pas contester. Tu n'avais pas à sortir, dit James. Je sais. Thomas est venu se tenir à côté de lui près du box. Je voulais vous demander quelque chose. Demande. Le garçon est resté silencieux un moment, se préparant. Ma mère ne va pas dire ça. Elle ne dit pas des choses comme ça. Mais elle a eu peur ce soir avant que vous n'arriviez. Il a regardé le cheval. Je l'ai déjà vu avoir peur. Quand mon père est mort, quand nous avons perdu la maison. Mais ce soir, c'était différent. Eliza ne se réveillait pas correctement et la tempête arrivait et elle continuait juste à creuser. Comme si elle arrêtait de creuser, elle devrait penser à ce qui arriverait si elle ne trouvait pas d'aide. Sa gorge s'est nouée. Je ne l'ai jamais vue creuser comme ça. James est resté avec ça un moment. Elle a trouvé de l'aide, dit-il. Ouais. La voix de Thomas était rauque sur les bords. C'est vrai. Il a levé les yeux vers James. Je voulais vous remercier moi-même. Pas parce que maman me l'a dit, parce que je le voulais. James a regardé ce garçon de 12 ans qui avait tenu une lanterne dans un blizzard. Il s'était contenu pour que sa mère n'ait pas à le voir s'effondrer. Et il a pensé à ce que cela coûtait à un enfant et combien de temps il fallait pour le rembourser. Tu as maintenu cette famille unie sur cette route, a dit James. Cette lanterne, ce calme, c'était toi. Thomas a secoué la tête, c'était maman. Je ne faisais que tenir la lampe. Parfois, tenir la lampe, c'est tout ce qui compte. Thomas est resté silencieux. Puis quelque chose a changé sur son visage. Pas tout à fait une rupture, mais une flexion. Un garçon de 12 ans transparaissant à travers les années que les 14 derniers mois lui avaient ajoutées. Elle a pleuré une fois, a-t-il dit, après les funérailles de papa. Une seule fois dans la cuisine, quand elle pensait que je dormais. Je l'ai entendue à travers le mur. Il a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Elle s'est arrêtée après peut-être 2 minutes. Je l'ai entendue se laver le visage, puis elle est venue nous voir comme si de rien n'était. Il a regardé le sol. Elle retient tout depuis. Tout. Depuis 14 mois. James n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire qui puisse rendre cela plus petit ou plus grand que ce qu'il était déjà. Elle mérite un endroit sûr. Thomas a dit que c'est tout ce que je veux. Juste un endroit où elle n'a pas à avoir peur. Ouais, a dit James, elle le mérite. Thomas l'a regardé. L'a regardé de la manière dont un enfant regarde quand il décide de croire quelque chose ou non. Puis il a hoché la tête, a resserré son manteau et est retourné à la maison. James est resté seul dans la grange, avec la tempête qui s'acharnait sur les murs et Buck qui s'agitait dans son box. Et il a laissé les mots du garçon s'installer là où il s'installait et n'a pas bougé pendant un long moment. Quand il est rentré, la cuisine était vide. La lampe était baissée. Une assiette avait été laissée sur le poêle. Des biscuits faits avec sa farine et le chevreuil séché qu'il avait sur l'étagère. Façonnés en quelque chose qui ressemblait à de la vraie nourriture. Un morceau de papier plié était posé à côté de l'assiette. Il l'a ouvert. « Monsieur Harlow, j'ai trouvé votre farine et vos provisions. J'espère que cela ne vous dérange pas. Il m'a semblé plus utile que de les laisser sur l'étagère. Les enfants dorment. Merci pour la chambre. Madame Cole, il est resté près du poêle et a mangé les biscuits debout.
C'était la meilleure chose qu'il ait mangée depuis plus longtemps qu'il ne voulait le calculer. Il a éteint la lampe et est allé dans sa chambre au bout du couloir. Il s'est allongé dans le noir. La tempête martelait le mur nord. Quelque part dans la chambre du fond, Eliza parlait dans son sommeil. Une voix basse, continue, pas tout à fait des mots. Le son d'un enfant dont l'esprit continue de bouger, même quand son corps s'est enfin arrêté. James est resté allongé dans le noir et a écouté. En 4 ans, cette maison n'avait jamais sonné comme ça. Il l'avait remplie de travail et de silence, du craquement du bois et du vent qui trouvait chaque fissure possible. Rien de tout cela n'avait touché le silence en dessous. Ceci, oui. Il n'a pas mis de nom sur ce que cela signifiait. Il n'était pas prêt à le nommer. Mais il est resté là, dans le noir, et a écouté la voix d'un enfant se déplacer dans sa maison, comme quelque chose qui y avait toujours appartenu. Et il n'a pas dormi pendant très longtemps. Et dans la cuisine, où le poêle était encore chaud et la lampe froide, ma... Une femme s'est rassise à la table dans le noir, et elle s'est laissée pleurer pendant exactement 2 minutes. Personne ne l'a entendu. C'est ainsi qu'elle en avait besoin. Quand elle a eu fini, elle s'est lavé le visage à la bassine. Elle est allée voir ses enfants. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la chambre et les a regardés respirer. Puis elle a regardé le couloir sombre vers la porte fermée au bout. La chambre que James Harlow avait ouverte ce soir pour la première fois en 4 ans. Et il n'avait jamais expliqué pourquoi elle avait été fermée. Et elle a pensé, cet homme porte quelque chose dont je ne connais pas encore la forme. Elle a pensé, moi aussi. Elle est allée se coucher. Dehors, à 4 miles à l'est, la ville de Coldwater Creek s'installait dans le silence de sa nuit de tempête. Portes verrouillées, feux entretenus, rideaux tirés contre l'obscurité et le froid, et tout ce qui se trouvait dehors. Personne n'a posé de questions sur le chariot renversé sur la route sud. Personne n'avait besoin de demander. Au matin, 3 personnes savaient déjà. La tempête les a gardés pendant 3 jours. C'est ainsi que James y a pensé par la suite. Non pas que les Coles soient restés 3 jours, mais que la tempête les a gardés. De la manière dont le temps dans le Montana garde les gens sans demander la permission et sans s'excuser. La terre prenait ses décisions. Les gens vivaient simplement à l'intérieur d'elle. Le premier matin, Eliza s'est réveillée affamée. Pas seulement affamée, férocement, spécifiquement affamée. De la manière d'un enfant dont le corps a brûlé tout ce qu'il avait juste pour survivre, et qui exige maintenant un remboursement avec intérêt. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine à la première lueur du jour, enveloppée dans une couverture qui traînait par terre derrière elle. Et elle a annoncé qu'elle voulait des œufs. James était au poêle. Il l'a regardée. Elle l'a regardé avec le regard clair et direct d'une enfant de 7 ans qui n'a pas encore appris à être incertaine de ce qu'elle veut. « Bonjour, dit-il. Bonjour. Avez-vous des œufs? Oui. Puis-je en avoir? Tu peux. » Elle est entrée et a grimpé sur la chaise près du poêle. La chaise de Caroline, qu'elle avait apparemment décidé être sa chaise maintenant. Et elle a arrangé sa couverture autour d'elle avec un grand sérieux. « Maman dit que je dois dire s'il vous plaît. »« Ta maman a raison. S'il vous plaît. »« Merci. » Il a cassé 2 œufs dans la poêle. « Comment te sens-tu? » Mes pieds étaient froids cette nuit. Elle a réfléchi à cela. Mais ils vont mieux maintenant. Elle a regardé autour de la cuisine avec la curiosité approfondie et sans méfiance de quelqu'un qui catalogue un nouvel endroit. Ses yeux se sont arrêtés sur l'étagère au-dessus de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est? » James a jeté un coup d'œil. Sur l'étagère se trouvait un petit oiseau en bois sculpté, un merle bleu taillé grossièrement dans du pain. Le genre de choses qu'un homme fabrique les soirs d'hiver quand ses mains ont besoin de quelque chose à faire. Caroline lui avait demandé de le faire leur 2e année. Il avait oublié qu'il était là. Il avait cessé de le voir, de la même manière qu'on cesse de voir les choses qui sont toujours présentes. « Un oiseau, dit-il. Je sais que c'est un oiseau. »« Qui l'a fait? »« C'est moi. » Eliza a penché la tête. « Pour qui? » James est resté silencieux un moment. Il a fait glisser les œufs sur une assiette. Il l'a posé devant elle. Pour quelqu'un qui aimait les oiseaux, elle l'a regardé avec l'expression patiente et attentive d'un enfant qui sait qu'il y a plus dans une phrase que ce qui a été dit, et qui est prêt à attendre que le vide soit comblé. Il ne l'a pas comblé. Elle a pris sa fourchette. « Capitaine était content ce matin, dit-elle, changeant de sujet sans cérémonie. Thomas est allé le voir avant le petit déjeuner.
Il a dit qu'il avait mangé tout son foin. C'est bien. Thomas s'inquiète pour les choses. Elle a mangé une bouchée d'œuf. Il le fait depuis la mort de papa. Il vérifie tout, s'assure de tout. Elle le dit sans tristesse, juste comme un fait. De la manière dont les enfants décrivent la forme de leur monde. Maman dit qu'il arrêtera quand il se sentira assez en sécurité. James lui tournait le dos, lavant la poêle. Il s'est senti en sécurité? Demanda-t-il. Depuis ton père. Eliza y a réfléchi avec tout le sérieux qu'elle accordait apparemment à toutes les questions. Parfois, dit-elle, mais pas pour très longtemps, au même endroit. Elle a regardé ses œufs. Ici, on se sent en sécurité. James a posé la poêle. Je suis content, dit-il. Margaret est apparue dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard. Elle était entièrement habillée, ses cheveux étaient épinglés. Elle avait l'air d'une femme qui avait décidé, quelque temps avant l'aube, que quelle que soit la situation, elle l'affronterait debout. Elle a vu l'assiette devant Eliza et a regardé James. Elle a demandé, dit-il. Elle demande toujours. Margaret est entrée et s'est versée du café sans y être invitée, ce que James a pris comme un bon signe. Elle avait cessé de jouer la comédie de l'invité et existait simplement dans l'espace. Elle a demandé le chien de la femme du propriétaire à Pueblo. L'a-t-elle eu? Non, mais elle avait un plan qui était vraiment difficile à contester. Elle s'est assise. Merci de l'avoir nourri, dit-elle. De rien. Il s'est appuyé contre le comptoir. Thomas est à la grange. Je sais. Il était debout devant moi. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Les bandages de la nuit dernière étaient maintenant légèrement desserrés. Il fait ça dans les nouveaux endroits. Il se lève tôt, va vérifier les choses. Il s'assure que nous n'avons rien perdu d'autre pendant la nuit. C'était la deuxième fois qu'il entendait ça sur le garçon en 12 heures. Il a pensé à dire quelque chose et a décidé de ne pas le faire. Certaines choses avaient plus d'impact quand on les laissait reposer. La tempête se maintient, dit-il à la place. Probablement jusqu'à ce soir, peut-être demain matin. Elle a hoché la tête. Elle a regardé la fenêtre. Je dois envoyer un mot à North Fork. Ma belle-sœur nous attend. Il y a un homme en ville, Perkins, qui tient le magasin général. Son fils fait des courses de messager entre ici et la fourche quand la route est praticable. Le jour après que la tempête se calme, il peut prendre une lettre. Ça ira. Elle a fait une pause. Merci. Vous n'arrêtez pas de me remercier. Vous n'arrêtez pas de faire des choses qui méritent d'être remerciées. Il l'a regardée. Elle l'a regardée fixement. Ni provocante, ni douce, juste directe. C'était une qualité qu'il commençait à reconnaître comme étant simplement sa façon de fonctionner. Pas de comédie et pas de gestion, juste la chose elle-même, énoncée clairement. Thomas est entré de la grange avec du froid sur son manteau. Il avait l'expression affairée de quelqu'un qui a terminé une inspection et trouvé les résultats satisfaisants. Il a hoché la tête à James. Il s'est assis. Il a accepté une assiette sans commentaire. Ils ont mangé ensemble, tous les quatre, à la table qui n'avait accueilli que James pendant 4 ans. Personne n'a fait de remarques. C'est arrivé comme les choses naturelles arrivent, sans annonce. Le premier mot de la ville est arrivé cet après-midi-là. Ruth Hensley a conduit son chariot sur la route à travers 8 pouces de neige fraîche. Avec la détermination d'une femme qui a décidé que le temps n'est qu'une suggestion. Elle avait 63 ans et vivait à 2 miles au sud de James Harlow depuis 11 ans. Elle avait apporté de la nourriture après la mort de Caroline et n'avait jamais dit une seule chose qui ne valait pas la peine d'être dite. C'est pourquoi James lui faisait confiance de la manière générale dont on fait confiance à quelqu'un dont les actions se sont avérées fiables au fil du temps. Elle est entrée avec un plat couvert et de la neige sur ses bottes. Ses yeux faisaient déjà le travail particulier de quelqu'un qui recueillait des informations tout en ayant l'air d'arriver simplement. Elle a d'abord vu Margaret, puis Thomas, puis Eliza, qui a fait un signe de la main depuis la chaise du poêle. Ruth Hensley, dit James, Madame Cole et ses enfants. Leur chariot s'est renversé dans la tempête sur la route sud. Ils sont ici jusqu'à ce que la route soit dégagée. Ruth a posé le plat sur la table. Elle a regardé Margaret avec la franchise évaluatrice d'une femme qui a aussi vécu une vie difficile et qui cherche à voir quel genre de femme elle a en face d'elle. Margaret a soutenu son regard de la même manière. Quelque chose est passé entre elles que James n'a pas pu lire entièrement. Le langage spécifique des femmes qui ont été mises à l'épreuve et qui vérifient si la personne en face d'elle a également été mise à l'épreuve et comment elle s'en est sortie. « Avez-vous assez chaud? » demanda Ruth. « Oui, merci.
Les enfants mangent? Oui. Ruth a tiré la chaise en face de Margaret et s'est assise. Bien, j'ai apporté un ragoût de chevreuil. La cuisine de James est une faillite morale. Elle lui a jeté un regard. Assieds-toi, James. Je ne parle pas à ton dos. Il s'est assis. Ruth s'est versé du café comme si c'était sa propre cuisine. Où alliez-vous? North Fork. Margaret a dit. La famille de mon mari. Le mari voyage séparément. Mon mari est décédé il y a 14 mois. Ruth est restée silencieuse pendant exactement un temps. Pas le silence prolongé et chargé de quelqu'un qui simule la sympathie. Juste un temps de reconnaissance. Je suis désolé, dit-elle. C'est une longue route pour une seule personne. J'ai réussi, je vois ça. Ruth a regardé la cuisine, le comptoir propre, l'étagère organisée, le poêle correctement alimenté. Vous êtes ici depuis une nuit, et cette cuisine a déjà l'air plus vivante qu'elle ne l'a été depuis des années. Elle a regardé James sans s'excuser. Je constate un fait. James n'a rien dit. Les gens en ville savent, a dit Ruth. Elle a posé sa tasse. Elle l'a dit de la manière dont on dit quelque chose qui doit être dit avant que ce ne soit plus difficile à dire. Le fils de Hager était sur la route sud hier après-midi avant que la tempête ne la ferme. Il a vu le chariot. Il vous a vu les amener par l'allée. Elle a regardé James directement. Ce matin, il y avait 4 versions de l'histoire. Aucune d'entre elles n'était flatteuse. Les mains de Margaret étaient toujours sur la table. Quel genre de version? Demanda James. Le genre que les gens racontent quand ils ont besoin qu'une histoire soit plus intéressante qu'un homme aidant des gens dans un blizzard. Ruth a regardé son ragoût. Victor Strand était au magasin de fourrage ce matin. Il avait des opinions. Thomas s'était immobilisé de l'autre côté de la table. Il écoutait avec une attention concentrée, enregistreuse, que James avait appris à reconnaître comme la manière particulière du garçon de traiter la menace. Pas de panique, pas de réaction, juste une absorption et un stockage prudent. Victor Strand, dit James, a des opinions sur tout ce qui ne le regarde pas. C'est vrai, et il a l'habitude de faire des affaires des autres les siennes. Ruth a regardé Margaret. Il dirige la banque. Il dirige la moitié des commerces de Coldwater Creek par le biais de billets à ordre, de crédit et de la patience d'un homme qui est très à l'aise d'attendre que les gens aient besoin de lui. Elle a fait une pause. Il convoite les droits de pâturage sur le champ nord de James depuis 3 ans. Margaret a regardé James. James a regardé son café. Il est venu me voir au printemps dernier. James a dit, « Il a fait une offre. » J'ai dit non. Il est resté silencieux un moment. Il a dit que l'offre tenait toujours. C'était tout. C'était tout jusqu'à maintenant, a dit Ruth. Maintenant, il y a quelque chose à pointer du doigt. Elle s'est penchée en arrière. Je ne vous dis pas ça pour effrayer qui que ce soit. Je vous le dis parce que vous devriez savoir ce qui vous attend avant d'entrer. J'apprécie, a dit James. Ruth les a regardés fixement. Tu as bien fait de les faire entrer. Je veux être clair là-dessus. Ce que tu as fait était juste, mais ce qui est juste ne rend pas les choses faciles. Et la facilité, c'est le fonds de commerce de Strand. Elle a pris sa cuillère. Il va trouver le moyen le plus confortable de rendre cela aussi difficile que possible pour vous. Qu'il essaye. Ruth l'a regardé un moment, puis elle a regardé Margaret. Vous allez devoir être préparé. Les gens vont vous regarder d'une manière que vous n'avez pas méritée. Ils diront des choses sur cet arrangement qui ne sont pas vraies. Et certaines des femmes qui vous regarderont le plus mal seront celles qui ont le plus peur. Margaret a croisé son regard. Peur de quoi? De vous. Ruth l'a dit clairement. Une femme seule qui continue d'avancer, de se tenir debout et de ne rien demander d'autre que du travail. Cela effraie les femmes qui ont construit toute leur vie sur le fait de ne pas avoir à faire ces choses. Cela leur donne l'impression que le mauvais type de femme est apparu. Elle a fait une pause. C'est leur problème, pas le vôtre. Mais ça vous retombe dessus. C'est la partie qui n'est pas juste. Margaret s'est restée silencieuse un moment. Quelque chose a traversé son visage. Pas la surface composée et maîtrisée, mais quelque chose en dessous, brièvement visible. Puis elle a dit, « J'ai eu peur bien des fois, Madame Hensley. J'ai juste appris à ne pas laisser la peur me guider. » Ruth l'a regardé pendant un long moment, puis elle a hoché la tête une fois, d'un hochement spécifique d'une personne qui vient de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait. « Bien, dit-elle, c'est bien. » Eliza, qui avait écouté tout cela avec l'attention large et sensillée d'une enfant de 7 ans, a dit « Qu'est-ce qu'un droit de pâturage? » Ruth a cligné des yeux, puis elle a ri, un son court et surpris. C'est ce pourquoi les hommes se battent au lieu de se battre pour ce pourquoi ils se battent vraiment, dit-elle.
Eliza a réfléchi à cela. C'est idiot. Oui, a dit Ruth, ça l'est. Après le départ de Ruth, la maison a conservé le silence particulier qui suit le départ de quelqu'un qui a dit des choses nécessaires. James a fait la vaisselle. Thomas a fendu le bois de l'après-midi sans qu'on le lui demande. Margaret s'est assise à la table pour écrire sa lettre à North Fork. Et Eliza s'est assise à côté d'elle, dessinant quelque chose au dos d'une vieille liste de provisions avec un morceau de charbon de bois qu'elle avait trouvé et qu'on lui avait permis d'utiliser. À un moment donné, Thomas est revenu et s'est tenu à l'embrasure de la cuisine et a dit « Monsieur Harlow ». James l'a regardé, l'homme qu'elle a mentionné Strand. Thomas a gardé sa voix égale. « Il va essayer de nous utiliser contre vous. C'est son intention. » Thomas a regardé le sol, puis James. « Nous pourrions aller en ville. Restez à la pension jusqu'à ce que la route de North Fork ouvre. Pour vous soulager de ce fardeau. » James s'est détourné de l'évier. Il a regardé le garçon pleinement. « Vous avez frappé à 4 portes à Coldwater Creek avant la tempête, dit-il. » Personne n'a répondu. La mâchoire de Thomas s'est crispée. Nous nous en sortirions. Dans 6 pouces de neige fraîche, sans argent pour une pension. Il a gardé sa voix égale. Vous vous en sortiriez de la même manière que vous vous en êtes sorti sur cette route. En tenant la lanterne et en ne laissant personne voir ce que ça vous coûte. Thomas n'a rien dit. Vous restez ici, a dit James. Ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens. Et c'est ce qui est juste. Je ne prends pas de décision en fonction de ce que Victor Strand en pense. Et s'il vous rend la vie difficile, alors la vie deviendra difficile pour moi. James a regardé le garçon. Ce n'est pas un poids que tu dois porter, Thomas. Tu portes le poids des autres depuis que tu as 10 ans. Dépose-le. Thomas a dégluti. Ce n'est pas si simple. Non, ça ne l'est pas, mais c'est ce que je te demande. Le garçon est resté dans l'embrasure de la porte un long moment. Puis il a regardé le dos de sa mère, penché sur sa lettre, le stylo en mouvement. Ses épaules portant la droiture particulière d'une femme qui a décidé comment elle se tiendrait à travers cela et qui s'y tient. Et puis il a regardé de nouveau James. « Elle ne le dira pas, a dit Thomas doucement. Mais elle est contente que nous soyons ici, pas seulement à cause de l'abri. » Il s'est arrêté. Elle a ri ce matin quand Eliza a dit que le nom du cheval était Capitaine. Elle a vraiment ri. Il l'a dit comme si c'était remarquable, comme si cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. James est resté silencieux. « Elle a besoin de ça, a dit Thomas. Elle a besoin. » Il s'est arrêté de nouveau et pressé ses lèvres. « Elle a besoin d'un endroit où elle n'a pas à avoir peur de la prochaine chose. Juste pour un petit moment. » Alors c'est ce que c'est. Thomas a soutenu son regard, pesant le pour et le contre. Puis il a hoché la tête. Ce lent et délibéré hochement de tête qui signifiait que quelque chose était en train d'être classé. Il est allé aider avec les chevaux. Margaret a levé les yeux de sa lettre après que la porte se soit refermée. Elle n'avait pas semblé écouter, mais elle l'avait fait. Elle a regardé James de l'autre côté de la cuisine. Elle n'a rien dit. Lui non plus. Il n'y avait rien à dire que le moment n'avait pas déjà dit plus clairement que les mots ne l'auraient fait. Elle a reporté son attention sur sa lettre. James est retourné à l'évier. Cette nuit-là, après que les enfants soient au lit, il s'est assis seul à la table pendant un moment. La lampe entre lui et la fenêtre, et la tempête qui commençait enfin à se calmer. Le vent se retirant, la pression se relâchant. Le silence particulier qui suit le pire d'une chose une fois qu'elle est passée. Il s'est assis avec l'image du visage de Ruth quand elle a dit le nom de Strand, et l'image de Thomas debout à la porte de la grange demandant s'il pouvait partir pour le protéger, et l'image des épaules de Margaret, et la façon dont elle avait ri ce matin-là à propos du nom du cheval. Il a pensé à Strand. Il connaissait Victor Strand depuis 11 ans, ce qui était assez long pour comprendre exactement quel genre d'homme il était. Le genre dont le pouvoir n'est pas dans ses poings, mais dans sa patience, dans ses registres, dans sa compréhension précise et silencieuse de ce que chaque personne à 30 miles à la ronde devait, et exactement où appuyer pour faire sentir cette dette. Strand n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Les hommes avec son genre de pouvoir ne le faisaient jamais. Ils attendaient, ajustaient et pressaient. James savait ce qui allait arriver. Il le savait depuis que Ruth avait prononcé le nom. Ce qu'il n'avait pas su, ce qu'il commençait seulement à comprendre, c'est qu'il n'allait pas bouger. Il avait fait entrer ces gens d'une route où un enfant était en train de mourir. Ils étaient au chaud, nourris et en sécurité. Et cela n'allait pas changer parce que Victor Strand avait des opinions. Il ferait face à ce qui en découlerait.
Il avait fait face à des choses plus difficiles. Il a soufflé la lampe et s'est assis dans le noir un moment. Et dans la chambre du fond, il pouvait entendre Eliza parler à nouveau dans son sommeil. Ce murmure bas et continu qui avait traversé la maison chaque nuit où elle avait été là. Se faufilant à travers les murs et le silence, comme quelque chose qui avait décidé que c'était sa place. Il s'est assis dans le noir et a écouté. Dehors, à 2 miles au sud, Ruth Hensley était assise à sa propre table, écrivant une lettre à sa nièce à Helena. Et ce qu'elle a écrit était ceci. James Harlow ait fait ce qu'il fallait. Je m'attends à ce qu'il en paye le prix. Je m'attends à ce qu'il paye sans se plaindre. La femme est quelque chose que je n'ai pas vu depuis un moment et que je ne peux pas encore tout à fait nommer. Son garçon a 10 ans de plus que son âge. Sa petite fille a nommé son cheval. Je ne sais pas ce que cela va devenir, mais je sais ce que c'est déjà, et ça vaut la peine d'être protégé. Elle a scellé la lettre. Elle l'a mise sur la pile à envoyer quand la route serait dégagée. En ville, à 4 miles à l'est, Victor Strand était assis au bureau de son office au-dessus de la banque. Il regardait un morceau de papier avec 11 lignes vierges, et il pensait au nom qu'il allait mettre sur ces lignes et au temps que cela prendrait pour les remplir. C'était un homme patient. Il avait le temps. La route de North Fork a ouvert un jeudi. James le savait avant que quiconque ne le lui dise parce que la lumière avait changé. La compression blanche et plate de la lumière de la tempête se levant en quelque chose de plus net. Le ciel passant d'un gris oppressant au bleu dur particulier d'un hiver du Montana qui a dit ce qu'il avait à dire et est passé à autre chose. La glace du ruisseau a capté le soleil du matin et l'a renvoyé. Buck était agité dans son box. La terre avait cette qualité d'une respiration retenue enfin relâchée. Il se tenait à la fenêtre de la cuisine avec son café et regardait, sans rien dire pendant un long moment. Margaret était au poêle. Elle avait été au poêle chaque matin pendant 6 jours. C'est le temps que la tempête et ses conséquences les avaient retenus. 6 jours d'œufs et de biscuits, du ragoût de chevreuil qu'elle avait fait avec ses provisions, et du pain qu'elle avait réussi à produire avec sa farine et sa piètre collection de casseroles. 6 jours de Thomas au tas de bois, et d'Elisa menant des négociations continues avec Capitaine à travers les barrières de la clôture. Et les 4 à table 3 fois par jour, comme si c'était une chose qu'ils avaient toujours faite. Il avait cessé de remarquer à quel point la maison était pleine, ce qui signifiait qu'il avait commencé à l'accepter, ce qui était la chose qu'il avait pris soin de ne pas faire. La route est dégagée, dit-il. Margaret ne se retourna pas du poêle. Je sais. Un temps de silence. Perkins peut vous amener à North Fork avant la tombée de la nuit si vous partez en milieu de matinée. Il regarda son café. Je peux atteler le chariot de rechange. L'essieu du chariot des Cole a besoin d'un forgeron avant d'être en état de rouler, mais celui de rechange tiendra. James, elle a dit son nom de la manière dont elle avait commencé à le dire au milieu du 2e jour, sans la formalité, juste le nom, direct. Elle se tourna du poêle. Elle le regarda. Je sais ce que la route signifie. Il la regarda. Je ne vous demande pas de dire quelque chose que vous n'êtes pas prête à dire, dit-elle. Je ne vous demande rien, mais je veux être honnête avec vous comme vous l'avez été avec moi. Elle posa la poêle. Il y a 6 jours, je sortais ma fille d'une congère à main nue. Vous êtes arrivés de cette route, vous nous avez fait entrer, et vous ne nous avez pas fait sentir comme un problème à gérer. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour une personne qui n'a été qu'un problème à gérer pendant 14 mois. James soutint son regard. Je suis reconnaissante, dit-elle. C'est tout. Je voulais le dire clairement avant de partir. Vous avez travaillé chaque jour où vous avez été ici, dit-il, 2 fois plus que nécessaire. Ce n'est pas pour ça que je suis reconnaissante. Elle soutint son regard. Vous le savez, il le savait. C'était là la difficulté. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte du couloir avec le timing d'un enfant qui a appris à lire les pièces et à y entrer au bon moment. Il regarda sa mère, puis James, puis la fenêtre, et la lumière changeait. « La route, dit-il. Dégagez, dit James. Thomas hocha la tête. Quelque chose traversa son visage. Pas de la déception, ou pas seulement de la déception. Quelque chose de plus compliqué. L'expression d'une personne qui est restée quelque part assez longtemps pour sentir le départ. « Je vais faire la malle, dit-il. »« Thomas, commença Margaret. Je vais faire la malle, maman. » Il le dit doucement. Nous savions que la route allait ouvrir.
Il retourna dans le couloir. Eliza prit la nouvelle différemment. Elle l'a reçue à la table du petit déjeuner avec l'immobilité d'un enfant absorbant quelque chose qui ne correspond pas à la forme de ce qu'elle veut. Et puis elle regarda James avec le regard direct et non maîtrisé qui était sa manière particulière depuis le premier matin. « On est obligé, dit-elle. « Tu as de la famille qui t'attend à North Fork, dit James. « Je sais, mais Capitaine est ici. » Ni Capitaine, c'est Buck, dit James, ce qui était la position qu'il avait maintenue pendant 6 jours sans aucun succès. Et il ira bien. Eliza regarda le cheval par la fenêtre. Elle regarda de nouveau James. Il va s'ennuyer de moi. Il s'ennuiera, admit James. Elle regarda ses œufs. Elle les mangea avec la tristesse concentrée et privée d'une enfant de 7 ans qui traite une perte et ne veut pas que quiconque le voie. Puis elle posa sa fourchette et dit « Viendras-tu nous rendre visite à North Fork? » James la regarda. « C'est une journée entière de route. Je sais à quelle distance c'est. » Elle le regarda fixement. « Viendras-tu? » Il resta silencieux un moment. « Si vous avez besoin de quelque chose, oui. » Elle le regarda longuement avec ses yeux marrons sérieux. Puis elle dit « D'accord. » Et elle reprit sa fourchette, ce qui signifiait qu'elle avait décidé d'accepter les termes, même si elle n'en était pas entièrement satisfaite. Ils partirent à 9 heures. James attela lui-même le chariot de rechange, chargea la petite malle et la toile, et les provisions que Margaret lui avait demandé de la laisser payer. Ce qu'il avait accepté pour la même raison qu'il avait accepté l'arrangement de travail au début, parce qu'elle avait besoin que ce soit une transaction et non un cadeau. Et il comprenait cela et le respectait. Thomas lui serra la main au portail. Poignée ferme, contact visuel, la poignée de main d'un garçon accomplissant le rituel d'un homme et y mettant tout son cœur. « Merci, dit Thomas, pour ce que vous avez dit sur le fait de déposer le poids. »« Tu t'en souviendras, dit James. »« Oui, monsieur. » Eliza le serra dans ses bras. Elle s'approcha simplement et mit ses bras autour de lui sans annonce ni permission. Elle pressa son visage contre son manteau et s'agrippa pendant 5 bonnes secondes. Puis elle lâcha prise et grimpa sur le siège du chariot comme si de rien n'était. James se tenait au portail. Margaret le regarda depuis le siège du chariot. Elle avait les mains enroulées autour des rênes, le dos droit et le visage composé. Et elle le regardait de la manière dont elle l'avait regardé sur la route la première nuit. Ce regard mesuré et prudent d'une femme qui ne prend pas les choses pour argent comptant et d'essayer de voir quelque chose de vrai. « Vous êtes un homme bon, James Harlow, dit-elle. Pas doucement, juste comme un fait. » Il inclina son chapeau. Elle tourna le chariot et le conduisit sur la route en direction de Coldwater Creek. Thomas était assis à côté d'elle et Eliza était assise de l'autre côté de Thomas. Et James les regarda jusqu'à ce que le chariot tourne au virage et que la route soit vide. Il resta au portail un moment. Puis il rentra. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été en 6 jours. Il fit la vaisselle du petit déjeuner. Il sortit et vérifia les chevaux. Il rentra et s'assit à la table, regarda la cuisine et remarqua qu'elle avait tout laissé en ordre. Le poêle propre, la farine rangée, les casseroles accrochées là où elle les avait trouvées. Elle avait laissé l'oiseau en bois sculpté sur l'étagère, exactement où il était. Il resta assis à la table pendant un long moment. Victor Strand vint le voir le mardi suivant. James fendait du bois quand il entendit le cheval dans l'allée. Il termina la bûche sur laquelle il travaillait avant de s'arrêter et de se retourner, parce qu'il s'attendait à cette visite depuis une semaine, et il avait décidé avant qu'elle n'arrive qu'il l'affronterait selon ses propres termes. Strand descendit de cheval avec l'aisance tranquille d'un homme qui n'a jamais eu besoin de se presser, parce que la chose qu'il veut a toujours été prête à l'attendre. Il avait 55 ans, était bien bâti, avec le visage soigné et agréable d'un homme qui a appris qu'avoir l'air raisonnable est plus efficace qu'avoir l'air puissant. Son manteau était de bonne laine. Ses bottes étaient propres malgré la neige. Il regarda le tas de bois, puis James, puis la maison. « James, dit-il. « Victor, j'ai entendu dire que vos invités sont partis. C'est exact. » « Bien. » La voix de Strand était chaleureuse, pratiquée, content qu'ils aient trouvé leur chemin. C'est une chose terrible, une famille prise dans une tempête comme ça. Il fit une pause. « Vous avez fait une chose charitable en les faisant entrer. »« J'ai fait la chose nécessaire, dit James. Il y a une différence. » Strand sourit, bien sûr. Il regarda de nouveau la maison. « Je voulais venir en personne en tant que voisin, en tant que quelqu'un qui a toujours eu du respect pour votre famille. » Il laissa cela en suspens un moment.
Les gens en ville ont parlé. Les gens en ville parlent toujours, c'est vrai. Mais cette conversation particulière a un certain poids. Certaines familles, les Prescott, les Alderman, les Deacon, sont venus de me voir en tant que leader de la communauté. Ils le disent sans ironie. Ils s'inquiètent du précédent. Quel précédent est-ce? Un homme de votre rang accueillant une femme de réputation inconnue, seul, pendant près d'une semaine. La voix de Strand resta agréable, de la même manière qu'une lame reste immobile avant de bouger. Ce sont des familles avec des enfants, James. Ils s'inquiètent de l'exemple donné. James posa la hache. Il regarda Strand directement. L'exemple que je donne, dit-il, c'est que lorsqu'un enfant se meurt dans un banc de neige à 4 miles de la ville et que chaque porte de cette ville est fermée, une personne ne ferme pas la sienne. Il fit une pause. Je veux vous aider à traverser cela discrètement avant que cela ne devienne quelque chose qui ne reste pas discret. Mon offre sur le champ nord tient toujours. James dit, c'est de ça qu'il s'agit, Victor. James le regarda fixement. Les Prescott, les Alderman et les Deacon ne sont pas venus vous voir parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants. Ils sont venus vous voir parce que vous êtes allés les voir en premier. Il ramassa la hache. Ma réponse sur le champ nord est la même qu'au printemps. Il n'est pas à vendre. L'expression agréable de Strand resta sur son visage comme un manteau sur un crochet. Accrochez-la, sans vie. J'espère que vous reconsidérerez, dit-il, avant que les choses ne se compliquent. James le regarda. J'y ai déjà pensé, dit James. Descends de ce cheval et on fendra du bois ensemble et on pourra parler de quelque chose de réel. Sinon, tu peux retourner en ville et faire ce que tu as décidé de faire, et je m'en occuperai quand ça arrivera. Strand le regarda de haut depuis son cheval. James soutint son regard. Strand tourna son cheval et remonta l'allée sans un autre mot. James fendit 4 autres bûches avant de rentrer. Il avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Il en avait toujours besoin. Ruth Hensley remonta la route le lendemain matin avant que James n'ait fini sa première tasse de café. Elle entra sans frapper, ce qui était son habitude. Il dit que votre arrangement avec la femme Cole était une indécence et un embarras public, et que la communauté exige une enquête. Ruth resta silencieuse un moment. Si elle le sait, elle essaiera de partir. Elle pensera qu'elle me protège. Peut-être. Ruth soutint son regard. Ou peut-être qu'elle est exactement le genre de femme qui ne part pas quand ça devient difficile. Peut-être que tu es seule depuis assez longtemps pour avoir oublié que ces femmes existent. Elle fit une pause. Caroline en était une, au cas où tu aurais oublié. Le nom atterrit comme il le faisait toujours, comme une main posée à plat sur un bleu. Pas cruel, juste présent. Je n'ai pas oublié, dit-il. Alors va à North Fork, dit Ruth. Dis-lui ce qui se passe. Laisse-la prendre sa propre décision. Elle se leva. C'est tout ce que je dis. Laisse-la décider. Ne décide pas pour elle qu'elle ne peut pas le supporter. Après le départ de Ruth, James resta longtemps dans la cuisine. Il regarda la chaise près du poêle. C'est à quoi, il en a donné pas mal. Celle qui avait été à Caroline, puis pendant 6 jours à Eliza, et qui n'était plus qu'une chaise, ce qui était pire d'une certaine manière que les 2 autres choses. Il regarda l'étagère où se trouvait l'oiseau en bois sculpté. Il le regarda pour la première fois en 4 ans. Vraiment le regarda, pas autour. Un merle bleu en pin, rugueux au bout des ailes parce qu'il apprenait quand il l'avait fait et n'avait pas réussi la finesse. Caroline avait dit « Je l'aime exactement comme il est. Ne le répare pas. » Il allait le réparer quand même, puis elle laisse morte, et il ne l'a jamais fait. Il mit son manteau. Il sella Buck. Il parcourut les 4 miles jusqu'à Coldwater Creek, s'arrêta au bureau du télégraphe sur la rue principale, et il écrivit le message lui-même, debout au comptoir avec le stylo à la main. L'opérateur observait avec une expression neutre et prudente d'un homme payé pour envoyer des messages et non pour les lire. Le message disait « Madame Cole, quelque chose est survenu qui vous concerne, vous et vos enfants. Je ne vous demanderai pas de faire le trajet en hiver si ce n'était pas nécessaire. Je crois que c'est nécessaire. Je crois que vous devriez savoir ce qui se passe ici avant que cela n'aille plus loin. Je vous expliquerai tout quand je vous verrai. S'il vous plaît, venez quand vous le pourrez. J. Harlow. Il paya le message. Il ressortit sur la rue principale de Coldwater Creek, se tint dans le froid et la regarda de haut en bas. Il avait vécu à 4 miles de cette ville pendant 11 ans. Il y avait acheté ses provisions,
fait ses opérations bancaires, s'était assis au fond de l'église 2 fois par an. Il connaissait ces bâtiments et la plupart des gens qui s'y trouvaient, ainsi que la forme approximative de leur fonctionnement. Il vit Edna Prescott sortir du magasin général, le regarder et détourner les yeux. Il vit Harold Deacon traverser la rue de l'autre côté. Il avait été son voisin pendant une décennie, était venu à l'enterrement de Carolyn et s'était tenu au fond sans se dire grand-chose, mais il était là. Et maintenant, il traversait la rue avant que leurs chemins ne puissent se croiser. Il vit dans la fenêtre de la banque au-dessus de la rue principale, la silhouette d'un homme debout à la vitre, regardant d'en bas. James leva les yeux vers cette fenêtre un moment, puis il inclina son chapeau à personne en particulier, retourna vers Buck et rentra chez lui. Cette nuit-là, il s'assit seul à la table et décrivit une lettre à une avocate de Helena que Ruth avait mentionnée. Une avocate spécialisée dans les droits des femmes qui avait traité 2 affaires de propriété sur le territoire et les avait gagnées toutes les 2. Il ne savait pas si cela en arriverait là. Il ne savait pas ce qui allait se passer quand Margaret viendrait, ou si elle viendrait, ou ce qu'elle déciderait quand elle saurait tout. Il écrivit la lettre quand même, parce que l'avoir prête était mieux que de ne pas l'avoir. Parce que la tempête s'était déjà déclarée. Et maintenant, il ne s'agissait plus que de savoir comment l'on se tenait à l'intérieur. Il scella la lettre, il la posa sur l'étagère à côté de l'oiseau en bois sculpté. Il regarda l'oiseau un long moment. Puis il baissa la lampe, s'assit dans le noir et écouta le vent s'acharner sur le mur nord. Il pensa à une femme sur le siège d'un chariot, le dos droit et les mains fermes sur les rênes, s'éloignant sur une route qu'elle n'avait pas choisie, vers une vie qui continuait d'exiger d'elle plus que n'importe quelle vie ne le devrait. Il pensa « Reviens ». Il ne le dit pas à voix haute. Il s'assit dans le noir et le pensa quand même. Margaret arriva un vendredi. James était à la clôture nord quand il entendit le chariot dans l'allée. Il le sut avant de se retourner, car il n'y avait qu'une seule personne qui l'avait fait venir, et une seule personne qui l'avait écouté à travers 4 jours de silence depuis l'envoi du télégraphe. Il posa le pilon. Il retourna vers la maison sans se presser, car se presser signifierait quelque chose auquel il n'était pas encore prêt à donner un nom. Elle avait Thomas avec elle. Elle avait laissé Eliza avec sa belle-sœur à North Fork, ce qui lui disait tout sur le genre de femme qu'elle était. Elle avait lu correctement l'urgence de son message, avait compris que ce n'était pas une chose dans laquelle impliquait une enfant de 7 ans, et elle avait pris la décision difficile sans que personne ne le lui demande. Elle était descendue du chariot avant qu'il n'atteigne le portail. Son visage avait la même qualité que sur la route la nuit de la tempête. Cette franchise claire et évaluatrice, cette absence de prétention. Elle le regarda, il la regarda, et aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. Thomas attacha le cheval. Il hocha la tête à James et se dirigea directement vers la grange, ce qui était sa manière de leur donner l'espace dont il comprenait qu'ils avaient besoin. « Entrez », dit James, elle entra. Il lui raconta tout. Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et exposa les faits dans l'ordre. La visite de Strand, les 6 noms, la clause de moralité, le commissaire du comté, l'audience qui serait requise si Strand atteignait 10 signatures. Il le raconta comme il racontait tout ce qui comptait, sans adoucir et sans mise en scène, parce qu'elle avait mérité la vérité brute et qu'il n'allait pas l'insulter avec une version arrangée. Elle écouta sans l'interrompre. Ses mains étaient jointes sur la table. Son visage était impassible. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Combien de noms a-t-il maintenant » ? Ruth pense 8, peut-être 9. Quand Ruth a-t-elle pensé 9 ? Il y a 2 jours. Margaret regarda la table. Donc, possiblement 10 maintenant. Possiblement. Elle resta de nouveau silencieuse. Il la regarda traiter l'information, non pas avec panique, non pas avec l'effondrement qu'il avait à moitié attendu et à moitié craint, mais avec l'immobilité concentrée et spécifique d'une personne faisant des calculs, évaluant, décidant. « C'est à cause de moi, dit-elle. C'est à cause de l'avidité de Strand et de la lâcheté des gens qui ont signé leur nom sur quelque chose qu'ils savaient ne pas être vrai. » James dit, « Vous n'avez pas causé cela. Je suis la raison pour laquelle il a un angle d'attaque. Vous êtes la raison pour laquelle il en a fabriqué un. C'est différent. » Elle leva les yeux vers lui. « James, c'est différent. Il le dit à nouveau, et vous le savez. » Elle soutint son regard un long moment, puis elle dit, « Que dit l'avocat de Helena? » « Je n'ai pas encore eu de réponse. J'ai envoyé la lettre il y a 4 jours. » Il regarda son café.
Mais Ruth connaît quelqu'un d'autre, un homme nommé Aldrich à Billings, qui a déjà traité des affaires de propriété sous le statut de moralité. Il dit que le statut exige un préjudice documenté. Les rumeurs et les opinions ne sont pas suffisantes. Strand a besoin de témoins prêts à témoigner de méfaits réels. Et en a-t-il? Il a des gens prêts à dire ce qu'il leur dit de dire. James resta silencieux un moment. Mais il y a une différence entre les gens prêts à dire quelque chose en privé et les gens prêts à se lever lors d'une audience publique et à le dire devant tout le comté. Certains de ces 8 ou 9 noms vont regarder cette salle et reconsidérer. Margaret regarda ses mains. Ou ils ne le feront pas. Ou ils ne le feront pas. Il acquiesça. Je ne vais pas vous dire que c'est certain. Non, elle sourit presque. Pas d'humour, juste de la reconnaissance. Vous ne me diriez pas ça. Thomas apparut dans l'embrasure de la cuisine. Il avait l'air d'un garçon qui a beaucoup réfléchi pendant 4 jours et qui est arrivé à la conclusion qu'il a l'intention de présenter. Monsieur Harlow. James le regarda. Je veux être à l'audience. Il le dit clairement. S'il y en a une, je veux y être. Thomas, commença Margaret. J'ai 12 ans, j'étais dans ce chariot, j'étais sur cette route et je sais ce qui s'est passé. Il regarda sa mère, puis James. S'ils vont dire des choses sur ma mère devant tout le comté, je veux être dans cette salle. Margaret regarda son fils un long moment. James la regarda faire ce qu'il l'avait déjà vu faire. Le calcul interne rapide, l'équation de la mère entre protection et vérité. La question de ce qu'un enfant peut supporter par rapport à ce qu'un enfant a déjà supporté sans que personne ne le demande. « Tu resteras assis, dit-elle finalement. Tu ne réagiras pas, quoi qu'ils disent. Oui, maman. Pas parce que tu as peur d'eux, parce que ton immobilité en dira plus que tout ce que tu pourrais dire à voix haute. » Thomas hocha la tête. Il comprenait cela. L'audience fut fixée au jeudi suivant, ce qui leur donnait 6 jours. Ruth Hensley arriva le lendemain matin avec une tarte et des informations, dans cet ordre. Et l'information était que Strand avait cédé non. L'audience était confirmée. Le commissaire du comté, un homme nommé Graves de Billings, pas un homme de Strand, ce qui était la première nouvelle vraiment bonne, présiderait. « Graves est juste, dit Ruth. Je ne sais pas s'il est courageux, mais il est juste. Il y a une différence, et en ce moment, je prends juste. Qui sont les 10? Demanda James. Ruth les nomma. James connaissait la plupart d'entre eux, des gens à qui il avait acheté et vendu, et qu'il avait salué à l'Église pendant une décennie. Il écouta chaque nom avec un sentiment particulier de quelque chose d'abstrait devenant concret. De la même manière qu'une tempête d'hiver est abstraite à l'horizon et spécifique quand elle est contre vos murs. Margaret écouta sans expression. Quand Ruth eut fini, Margaret dit « Nora Strand est sur la liste. » Oui. La femme de Victor a signé la pétition de son propre mari. C'est exact. Margaret resta silencieuse. Puis elle dit, « Elle avait peur de ne pas le faire. » Ruth la regarda. La plupart d'entre eux l'étaient. Ce n'est pas une excuse. Margaret regarda la table. Mais c'est une raison. Et les raisons comptent si on veut comprendre une chose plutôt que d'être simplement en colère contre elle. Elle fit une pause. J'ai été en colère contre des choses pendant 14 mois. Ça ne les change pas. Ruth la regarda un long moment avec l'expression qu'elle avait eue le premier matin, ce regard évaluateur se réajustant. Puis elle dit, « Vous allez vous en sortir. Je sais, » dit Margaret. « J'ai juste besoin de passer le jeudi d'abord. » Les jours entre la décision et l'audience passèrent comme le mauvais temps passe toujours, trop lentement quand on est dedans et trop vite quand on regarde en arrière. James travaillait. Margaret cuisinait, nettoyait, aidait avec les chevaux et ne parlait pas de jeudi plus que nécessaire, ce qui était en soi une forme de courage. La discipline de ne pas laisser la chose anticiper consumait le présent. Thomas fendait du bois chaque matin jusqu'à ce qu'il y ait plus de bois empilé contre le mur nord qu'il n'en utiliserait en 2 hivers. Il n'en disait pas grand-chose. Ses mains avaient besoin de quelque chose et le bois était là. Le mercredi soir avant l'audience, le révérend Samuel Hayes remonta l'allée dans la dernière lueur froide de l'après-midi. C'était un homme mince et sérieux, au mouvement délibéré de quelqu'un qui a décidé que les choses non pressées ont plus de poids. Il entra, s'assit, but le café que Margaret lui servit et regarda James avec le regard direct et simple d'un homme qui a déjà décidé de sa position et qui est là pour le dire. « Je veux que vous sachiez, dit-il, ce que j'ai l'intention de dire demain. » James le regarda. « Je suis pasteur de Coldwater Creek depuis 9 ans.
Au cours de ces 9 années, j'ai vu cet homme travailler sa terre seul et traiter équitablement tous ceux qui ont traité avec lui. Je l'ai vu enterrer sa femme. Hayes regarda son café. Et j'ai vu, au cours des 3 dernières semaines, un homme d'une décence authentique être accusé d'indécence par des gens qui auraient laissé une femme et 2 enfants mourir de froid sur une route plutôt que de risquer une conversation gênante avec leurs voisins. Il leva les yeux. Je le dirai demain, devant quiconque sera dans cette salle. Ils vous mettront la pression, dit James. Strand détient le billet de banque sur le bâtiment de l'église. Je le sais. Hayes resta silencieux un moment. J'y ai réfléchi attentivement. J'ai décidé qu'une église dont le pasteur reste silencieux face à l'injustice pour protéger son hypothèque n'est plus une église dans aucun sens qui compte. Il posa sa tasse. Donc, je dirai ce que je suis venu dire. Margaret était à l'évier. Elle tournait le dos à la pièce, les mains dans l'eau de vaisselle, et elle était devenue très immobile. Merci, dit James. Hayes se leva. Il regarda le dos de Margaret. Madame Cole, elle se tourna. Je suis désolé pour les semaines que vous avez passées ici à porter quelque chose que vous n'auriez pas dû porter. Il le dit simplement, sans cérémonie. C'était l'échec de cette ville, pas le vôtre. Margaret soutint son regard. Quelque chose traversa son visage, bref, réel, le calme maîtrisé se relâchant juste sur les bords. « Merci, révérend, dit-elle. Il hocha la tête, il mit son chapeau, il sortit. Après son départ, Thomas dit depuis l'embrasure de la porte. C'était réel, le genre où il regarde dans le sol. Margaret se tourna pour regarder son fils. C'est comme ça que je peux le dire. Il dit, « Le vrai regret regarde le sol. Le regret simulé vous regarde pour que vous puissiez les voir être désolés. » James regarda le garçon, puis il regarda Margaret. Elle regardait Thomas avec l'expression d'une femme qui a vu son enfant devenir quelque chose de remarquable et qui ne se permet que maintenant, dans une cuisine calme à la veille de quelque chose de difficile, de le voir pleinement. « Allez vous coucher, dit-elle doucement. Vous avez tous les deux besoin de sommeil. » Thomas y alla. James resta à la table. Margaret vint s'asseoir en face de lui. Elle regarda ses mains sur la table. Guéries maintenant, les fissures refermées, les bandages disparus depuis longtemps. Elle les retourna une fois, regardant les paumes. « J'ai peur, dit-elle. » Elle le dit comme elle disait les choses difficiles, clairement, sans rien demander en retour. Juste en énonçant la vérité, parce que c'était la vérité. « Je sais, dit James, pas pour moi. » Elle leva les yeux. « Pour vous. Pour ce que vous avez mis en jeu. » Elle soutint son regard. « Vous aviez une vie ici. 11 ans. Votre terre, vos voisins, votre réputation. Et vous allez entrer dans une salle demain et défendre quelque chose qui était simplement la bonne chose à faire. Et cela pourrait vous coûter la moitié de ce que vous avez construit. » Sa voix était stable, mais ses yeux ne l'étaient pas entièrement. « C'est à cause de moi. Quoi que vous disiez de Strand et du champ, la raison pour laquelle cette salle existe, c'est à cause de moi. La raison pour laquelle cette salle existe, dit James, c'est qu'un enfant se mourait sur une route et que la bonne chose à faire était évidente et je l'ai faite. Et si faire la bonne chose me coûte quelque chose, alors le coup m'en dit plus sur la ville que sur la décision. » Elle le regarda. « Je le referai, dit-il, demain matin. Même route, même tempête, même choix. » Il soutint son regard. « Cela n'a pas changé, Margaret. Pas une seule fois. Le son de son nom dans sa voix. Pas Madame Cole, pas Madame, juste son nom. Dit de la manière dont on dit le nom d'une personne qui est devenue réelle pour vous. Cela atterrit entre eux avec le poids de tout ce qu'ils avaient construit depuis une route du Montana en plein blizzard. » Elle le regarda un long moment. Puis elle baissa les yeux sur la table. « J'ai quitté la maison du frère de mon mari, dit-elle doucement. Quand votre message est arrivé, je l'ai lu et j'ai dit à ma belle-sœur que je repartais. Elle m'a demandé pourquoi. Une pause. Je lui ai dit que c'était parce que vous aviez besoin de me dire quelque chose d'important. Elle a dit que ce n'était pas toute la raison. Elle leva les yeux. Elle avait raison. James resta immobile. « Je suis revenu parce que je le voulais, » dit Margaret. « Pas seulement parce que vous aviez besoin de me dire quelque chose. Parce que quand je me suis éloigné sur cette route, je n'arrêtais pas de regarder votre portail en pensant. » Elle s'arrêta, recommença. « Je n'arrêtais pas de penser à la chaise près du poêle, à l'oiseau sur l'étagère, à la façon dont Thomas vous parlait, et à la façon dont Eliza a nommé votre cheval, et à la façon dont vous vous êtes assis à cette table et avez mangé ces biscuits debout parce que vous n'avez même pas pensé à vous asseoir. » Elle regarda ses mains. «
À la façon dont cette maison se sentait après. Après, dit-il, après que vous nous ayez fait entrer, après que la lampe ait été allumée et que les enfants aient été au chaud et que la tempête soit dehors au lieu d'être sur nous. Elle le regarda directement. Cette maison ressemblait à un endroit, pas seulement un bâtiment, un endroit. Elle fit une pause. Je n'ai pas ressenti ça depuis très longtemps. James la regarda de l'autre côté de la table de la cuisine, à la lueur de la lampe. Il pensa à Caroline disant « Cette vue va me faire croire en des choses ». Il pensa à 4 années de silence qui n'avaient rien à voir avec le son. Et il pensa à la façon dont la voix d'Elisa avait traversé les murs la nuit, comme quelque chose qui avait décidé d'appartenir à cet endroit. Il pensa « Moi aussi ». Il ne le dit pas. Pas ce soir. Ce soir était pour demain. Dormez un peu, dit-il. L'audience est à 9 heures. Elle sourit presque. Vous n'allez rien dire d'autre. Pas ce soir. Elle soutint son regard un moment, puis elle hocha la tête. Ce petit hochement de tête direct qui signifiait qu'elle comprenait et acceptait les termes. Elle se leva. Elle descendit le couloir. Il s'assit seul à la table et écouta la maison s'installer autour de lui et pensa à demain. L'audience s'est tenue à l'hôtel de ville de Coldwater Creek, un bâtiment simple et fonctionnel qui sentait le bois froid, le vieux papier et le genre spécifique d'anxiété civique qui se rassemble dans une pièce lorsqu'une communauté est sur le point de se regarder en face. James est arrivé avec Margaret à sa gauche et Thomas derrière lui. Il a franchi la porte comme un homme franchit une porte qu'il a tout à fait le droit de franchir, ce qu'il a fait, et il avait l'intention que tout le monde dans cette pièce le comprenne. La salle était pleine. Strand était assis à la table de devant avec 2 hommes que James ne reconnaissait pas, des fonctionnaires du comté à leur apparence. Et le commissaire, Graves, qui était un homme compact aux cheveux gris, avec les yeux évaluateurs de quelqu'un qui a présidé assez d'audience pour savoir de quel côté une salle penche avant que le premier mot ne soit prononcé. Strand ne les a pas regardés quand ils sont entrés. C'était une déclaration en soi. Ruth Hensley était au 3e rang. Elle a hoché la tête à Margaret une fois, fermement et avec certitude. Le hochement de tête d'une femme qui est venue et a l'intention de rester. Le révérend Hayes était assis au 2e rang. Il a croisé le regard de James et l'a soutenu. James s'est assis. Margaret s'est assise à côté de lui, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Son visage portait l'expression composée que James comprenait maintenant n'être pas de la froideur, mais une armure. L'armure spécifique et délibérée d'une femme qui ne donnera pas à une salle la satisfaction de l'avoir diminuée par elle. Thomas s'est assis de son autre côté et est devenu immobile, de cette manière concentrée et enregistreuse. Graves a ouvert la séance. Il était mesuré, précis, avec la voix prudente d'un homme qui comprenait que les mots prononcés dans cette salle auraient un poids au-delà de la salle. Il a lu la plainte. Il a nommé le statut. Il a expliqué la norme de preuve requise. Puis l'homme de Strand a parlé. C'était un avocat de Billings, lisse et préparé, qui a exposé la plainte dans un langage conçu pour paraître raisonnable, tout en signifiant quelque chose qui ne l'était pas. Il a parlé des normes communautaires, du caractère moral et de la protection des familles. Il n'a pas dit « Victor Strand veut le champ nord de cet homme et a construit une panique morale pour l'obtenir ». Il n'a pas dit « 9 de vos 10 signataires ont signé parce qu'ils avaient une peur de ce qui arriverait à leur crédit à la banque s'ils ne le faisaient pas ». Il n'a rien dit de tout cela. Il était trop habile pour ça. Quand il a eu fini, l'avocat de James, Aldrich, qui était venu de Billings la veille au soir et avait la compétence tranquille d'un homme qui n'a pas besoin de simuler la confiance, parce qu'il l'a simplement, s'est levé. Il a exposé 3 choses de la manière calme et délibérée de quelqu'un qui sait que la précision frappe plus fort que le volume. Il a documenté l'arrangement de travail. Il a présenté l'absence de toute preuve au-delà de l'affirmation et de la rumeur. Il a cité l'exigence même du statut d'un préjudice documenté. Et il a cité 3 cas précédents sur le territoire où des plaintes similaires avaient été rejetées pour preuves insuffisantes. Il s'est rassis. Graves a appelé des témoins. Les témoins que Strand avait rassemblés ont parlé avec le malaise particulier des gens qui se sont engagés à une chose en privé et qui sont maintenant tenus de la performer en public, sous la pleine lumière d'une salle qui regarde plus attentivement qu'il ne s'y attendait. Harold Deacon a parlé des valeurs communautaires. Edna Prescott a parlé de ses enfants. Un homme nommé Burrow,
qui possédait la livrée et devait à Strand 2 ans de billets à ordre, a dit qu'il avait des inquiétudes quant à l'exemple donné. Quand Graves a demandé à chacun d'eux de spécifier quel préjudice ils avaient personnellement constaté, chacun d'eux a marqué une pause. Chacun d'eux a décrit des choses qui n'étaient pas un préjudice. Une femme cuisinant dans la cuisine d'un homme, un garçon transportant du bois, un enfant assis près d'un poêle. Des choses qui ne devenaient quelque chose que si vous aviez déjà décidé qu'elles étaient quelque chose. James est resté immobile pendant tout ce temps. Margaret est restée immobile. Thomas est resté immobile. Puis Graves a dit, « Le défendeur souhaite-t-il parler? » James s'est levé. La salle a bougé, pas bruyamment, juste cette subtile réorientation d'une foule qui attendait que le centre de la chose se révèle. Il a regardé la salle, pas Strand, la salle. Les visages des gens avec qui il avait vécu pendant 11 ans. Ceux qui le regardaient avec satisfaction, ceux qui baissaient les yeux, les 2 ou 3 au fond qui le regardaient avec quelque chose qui était assez proche de la honte pour ne pas avoir besoin d'un autre nom. Il y a 3 semaines, dit-il, j'ai trouvé une femme et 2 enfants sur la route sud dans un blizzard. La petite fille n'était pas consciente quand je l'ai atteinte. Sa mère avait creusé dans la neige à main nue assez longtemps pour qu'elle saigne. Il fit une pause. Avant d'atteindre cette route, ils se sont arrêtés à Coldwater Creek. Ils ont frappé à 4 portes. Chaque porte était fermée. Une autre pause. Je veux que les gens dans cette salle réfléchissent à cela. Un enfant mourant dans un banc de neige à 4 miles de la ville et 4 portes fermées. La salle était silencieuse. Je les ai amenés à mon ranch parce que l'alternative était de les laisser mourir. Je les ai nourris et logés pendant 6 jours parce que la tempête ne se souciait de l'opinion de personne sur l'arrangement. J'ai traité Mme Cole avec le même respect que je traiterais toute personne venant à ma porte ayant besoin d'aide. Son fils a travaillé chaque jour où il était là. Sa fille, il s'arrêta brièvement, a nommé mon cheval. Et quand la route s'est dégagée, ils sont partis. Il regarda la salle. C'est la totalité de ce qui s'est passé. C'est le danger public que cette pétition vous demande d'enquêter. Il regarda Strand pour la première fois. Ce dont il s'agit réellement dans cette pétition, c'est du champ nord qui borde les terres de pâturage de Strand et des droits d'eau qui vont avec. Victor est venu à mon ranch en décembre et m'a dit que les choses se compliqueraient si je ne reconsidérais pas son offre. 3 semaines plus tard, cette plainte est apparue. Il soutint le regard de Strand. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour relier ces faits. Personne dans cette salle non plus. Et le commissaire Graves non plus. Strand était sur ses pieds. C'est une calomnie. Asseyez-vous, Monsieur Strand. La voix de Graves n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Monsieur Aldridge, vous avez des documents? Aldridge se leva. Il plaça 3 papiers sur la table du commissaire. Une correspondance bancaire. Un enregistrement de l'offre de Strand sur le champ nord. Une déclaration signée d'un greffier du comté de Billings documentant une demande du bureau de Strand pour que cette audience spécifique soit assignée à un commissaire connu pour être sympathique au cas d'acquisition de propriété. Une demande qui avait été refusée, c'est pourquoi Graves était assis dans cette chaise. La salle n'a pas éclaté comme James s'y était à moitié attendu. Elle est devenue bruyante d'une autre manière, du genre bas et roulant. Les gens se tournant les uns vers les autres, des voix sous les voix. Le son d'une histoire en cours de révision en temps réel par les gens qui avaient vécu dans la mauvaise version. Le visage de Strand avait pris la couleur de la brique ancienne. Son avocat se penchait près de lui, parlant bas. Strand n'écoutait pas. Il regardait James avec l'expression spécifique d'un homme qui vient de comprendre que la chose qu'il pensait contrôler s'est retournée. Graves a appelé à l'ordre. Il l'a obtenu. Il a regardé les papiers fournis par Aldrich. Il a regardé la plainte. Elle était installée. Il a regardé Strand. « Monsieur Strand, dit-il, souhaitez-vous répondre à ces documents? » Strand a dit, « Cette audience ne concerne pas la propriété. » « Non, dit Graves, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une plainte qui ne répond pas à la norme de preuve requise par le statut en vertu duquel elle a été déposée. » Il posa les papiers. La plainte est rejetée. Il l'a dit clairement, sans cérémonie, de la manière dont un homme juste clôt une chose qui n'aurait pas dû être ouverte. La salle a traversé plusieurs types de silence en l'espace de 3 secondes. D'abord, le silence de la surprise, puis le silence d'une salle qui expire, puis le début des voix. La main de Margaret a trouvé le bras de James, pas s'agrippant, juste présente.
Un bref contact réel. Il l'a senti. De la manière dont on sent quelque chose quand on a porté un poids seul assez longtemps pour que le premier moment de poids partagé vous surprenne par sa différence. Il n'a pas baissé les yeux, mais quelque chose en lui a changé. Ruth Hensley, du troisième rang, n'a rien dit, mais elle s'est rassise sur sa chaise et a fermé les yeux un instant. Et quand elle les a rouverts, elle a regardé Margaret avec l'expression d'une femme qui a eu peur pour quelqu'un et qui n'est maintenant finalement plus inquiète. Thomas n'avait pas bougé pendant tout ce temps. Il s'était assis exactement comme sa mère le lui avait dit, immobile, droit, observant tout. Maintenant, il regardait James. Vous saviez, dit-il doucement, qu'il se lèverait quand vous diriez le chant nord. Vous l'avez laissé parler toute la matinée, puis vous l'avez fait se lever. James regarda le garçon. Pour la même raison que vous avez attendu, dit Thomas. La salle avait besoin de voir ce qu'il était avant de voir ce qu'il avait fait. James ne dit rien. Thomas hocha la tête lentement. Certain. D'accord, dit-il. Il le dit de la manière dont il disait les choses qu'il stockait de manière permanente. Ils furent parmi les derniers à quitter la salle. Strand était parti rapidement sans les regarder, son avocat à ses côtés, et son visage arrangé en quelque chose qui essayait d'être de la dignité et n'y parvenait pas tout à fait. Plusieurs des signataires sortirent sans croiser le regard de personne. Edna Prescott s'arrêta près de la porte, ouvrit la bouche, la referma et continua son chemin. Harold Deacon s'arrêta. Il regarda James. Il regarda Margaret. Il dit « Je suis désolé », de la voix d'un homme qui le pense et sait que ce n'est pas suffisant, mais qui le dit quand même parce que ne pas le dire serait pire. « Harold », dit James. Deacon le regarda. « Tu peux passer au ranch et le redire quand il y aura le temps de le penser correctement. » Deacon déglutit, hocha la tête. Il sortit. Ruth s'arrêta devant Margaret, la regarda un moment et ne dit rien, ce qui était la chose la plus typique de Ruth qu'elle aurait pu faire. Car certaines choses dépassaient le besoin de mots, et Ruth Hensley comprenait exactement quand ces moments se présentaient. Elle serra le bras de Margaret une fois, fermement, et sortit dans le froid. Ils sortirent ensemble dans la rue de Janvier, tous les trois. Le froid frappa, propre et vif, et le ciel au-dessus de Coldwater Creek était du bleu dur et clair d'un hiver du Montana qui a fait sa déclaration et est passé à autre chose. Thomas marchait près de James, sans le toucher, juste près. De la manière dont il l'avait été depuis le matin où ils avaient creusé le canal d'eau et s'étaient assis dans l'herbe sèche, et où James lui avait dit « Tu n'es pas seul dans cette affaire ». James baissa les yeux sur lui. Thomas leva les yeux. Aucun d'eux ne dit rien. Ils marchèrent ensemble jusqu'au chariot. Et quelque part derrière eux, à travers les minces murs de l'hôtel de ville de Coldwater Creek, les voix d'une communauté continuaient. Confuses, se réajustant, commençant le travail lent et nécessaire de décider quel genre de personnes ils allaient être maintenant que l'histoire dans laquelle ils avaient vécu avait été remplacée par la vraie. Ils retournèrent au ranch dans le genre de silence qui suit la fin de quelque chose de difficile. Pas un silence vide, mais le silence plein et apaisant de gens qui ont traversé une épreuve ensemble et sont encore dedans. Sentant encore sa forme, pas encore prêt à parler de ce qui vient ensuite. Thomas était assis à l'arrière du chariot. Il n'avait presque rien dit depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel de ville, ce qui n'était pas inhabituel pour Thomas. Sauf que ce silence particulier avait une qualité différente. Pas le silence vigilant et lourd d'un garçon gérant son poids. Quelque chose de plus sage, quelque chose qui ressemblait de l'extérieur à du repos. Margaret conduisait. James était assis à côté d'elle. La route courait vers le nord à travers des peupliers aux branches nues, et le ruisseau coulant sombre entre des rives de glace de chaque côté. Et les montagnes se dressaient à l'horizon, faisant ce que les montagnes du Montana font en janvier, tenant leur garde, énormes et indifférentes, et d'une manière ou d'une autre, malgré l'indifférence, réconfortante. À mi-chemin, Margaret dit, « Il va revenir à la charge, je sais. Pas de la même manière. Il est trop prudent pour essayer de la même manière 2 fois. » Elle garda les yeux sur la route. Il trouvera un angle différent, quelque chose de plus petit, quelque chose qui ne ressemble pas à ce que c'est. « Qu'il le trouve, » dit James. Elle lui jeta un regard. « Vous n'êtes pas inquiet. Je ne prétends pas ne pas être inquiet, dit-il. Je dis que quoi qu'il essaye ensuite, je m'en occuperai quand ça viendra, comme je me suis occupé d'aujourd'hui. Comme je me suis occupé de tout le reste. » Il regarda la route. « Je suis fatigué de laisser l'anticipation d'un homme comme Strand
prendre de la place dans mes journées. Il a déjà assez de se compter sans avoir ça en plus. Margaret resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Ma belle-sœur m'a demandé quelque chose avant que je quitte North Fork. » Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé si je revenais à cause de l'audience ou à cause d'autre chose. Elle fit une pause. Je lui ai parlé de l'audience. Je lui ai parlé de Strand, de la plainte et des 10 noms. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle demandait. James la regarda. Elle garda les yeux devant elle. Elle a dit, « Helen est directe. Elle l'a toujours été. » Elle a dit, « Qu'est-ce qu'il y a avec ce ranch, Maggie? Tu es ici depuis 3 semaines et tu en parles comme d'un endroit que tu as quitté plutôt que d'un endroit où tu passais. » Elle se tourna pour le regarder brièvement. Je n'avais pas de réponse pour elle. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit que je devais y retourner pour le découvrir. Elle regarda de nouveau la route. C'est de la réponse honnête. James ne dit rien pendant un moment. Buck, ou capitaine dans l'esprit de tous ceux qui comptaient, avançait à son rythme régulier sur la route, expirant des nuages dans l'air froid. Thomas était silencieux à l'arrière. Le portail du ranch apparut au bout de l'allée. La grange derrière, portant encore son odeur de bois frais de la reconstruction de novembre après l'incendie du propriétaire précédent, qui avait aussi été l'œuvre de Strand, bien que ce soit une autre histoire et un autre hiver. Eliza m'a demandé si je viendrais lui rendre visite, dit James à North Fork. Je sais, elle me l'a dit. La bouche de Margaret bougea. Elle a dit que vous aviez dit s'ils avaient besoin de quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Elle a dit que ce n'était pas assez bien. James regarda le portail se rapprocher. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans et elle a raison sur la plupart des choses depuis qu'elle en a 4. Margaret ralentit le chariot au portail. Elle le regarda. La lumière de l'après-midi devenait longue et dorée. Comme la lumière de janvier le fait quand elle décide d'être généreuse pendant 1 heure avant que le froid ne revienne. Son visage dans cette lumière était fatigué, clair et ouvert, comme il ne l'avait été que quelques fois auparavant. Dans la cuisine la première nuit. Dans la conversation à la grange qu'elle avait entendue, sans prétendre ne pas l'entendre. Au portail le matin où elle est partie, elle m'a demandé si M. Harlow allait être son papa. Le mot atterrit. James resta très immobile. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de répondre. Margaret dit doucement que c'était une question pour des adultes et qu'elle trouverait sa réponse en son temps. Elle le regarda directement. Elle a dit, « Les adultes prennent trop de temps. » Il la regarda, le ranch derrière eux, les montagnes au-delà, l'air froid entre eux portant le poids de tout ce qui s'était dirigé vers ce moment depuis une route en plein blizzard, un enfant face contre terre dans la neige, et un homme qui avait pris la seule décision qu'un homme avec une conscience pouvait prendre. « Elle n'a pas tort, dit-il. » Margaret soutint son regard. Quelque chose traversa son visage, ce bref déverrouillage. La prudence se déposant. « Non, dit-elle, elle n'a pas tort. » Ils dételèrent le chariot ensemble sans parler. De la manière dont les gens travaillent ensemble quand ils ont développé le rythme commun d'un espace partagé et n'ont pas besoin de mots pour se coordonner. Thomas emmena capitaine au box, revint chercher le harnais et fit tout cela avec l'efficacité tranquille qui faisait tellement partie de lui que James avait cessé de le trouver remarquable et avait commencé à le comprendre comme étant simplement qui était le garçon. Ruth Hensley arriva 1 heure plus tard, comme James l'avait su, car Ruth avait l'instinct d'une femme qui comprend que la fin d'une chose publique n'est pas la fin de la chose privée, et que les gens ont besoin de quelqu'un pour s'asseoir avec eux dans l'espace d'après. Elle entra avec un plat couvert, s'assit à la table et regarda James et Margaret avec l'expression particulière d'une femme qui s'est inquiétée pour 2 personnes pendant des semaines et n'a pas encore totalement relâché l'inquiétude, même si la chose qui l'a causée est résolue. « Graves a été juste, » dit-elle. « Il l'a été. » James acquiesça. « Strand n'en aura pas fini. » Elle regarda son café. « Vous le savez. » Margaret a dit la même chose sur la route. Ruth regarda Margaret. Femme intelligente. « On me l'a dit, » dit Margaret sans expression. Ruth sourit presque. Il essayera les droits d'eux. Il possède l'accès à l'affluent du ruisseau. Il trouvera quelque chose dans le langage foncier à contester. Ça prendra 1 an, peut-être 2. Elle regarda James. Aldrich à Billings s'occupe des droits d'eau, le même homme. Il a déjà examiné votre acte de propriété. Il dit que vous êtes solide, mais vous voudrez qu'il soit enregistré. Je lui écrirai cette semaine. Bien. Ruth posa sa tasse. Les Deacons sont venus me voir cet après-midi, Harold et sa femme.
Ils veulent réparer les choses. Elle fait une pause. Je leur ai dit que réparer les choses signifiait se présenter, pas seulement dire qu'ils le feraient. J'ai dit la même chose à Harold, dit James. Je sais, il me l'a dit. Ruth regarda Margaret. Edna Prescott est dans une situation plus difficile. Ce n'est pas une mauvaise femme. C'est une femme effrayée. Et les femmes effrayées font parfois des choses avec lesquelles elles vivent le reste de leur vie. Elle fit une pause. Elle viendra éventuellement, quand elle aura compris comment. Margaret regarda ses mains sur la table. Les gens peuvent venir quand ils sont prêts, dit-elle. Je ne tiens pas de registre. Ruth la regarda. Puis elle regarda James. Puis elle regarda la cuisine, le poêle propre, l'étagère organisée, l'oiseau en bois sculpté à sa place au-dessus de la fenêtre, la chaise près du poêle qui avait été vide pendant 4 ans et que personne n'avait occupée cet après-midi, mais qui ne ressemblait plus à une chaise vide. Juste une chaise avec le souvenir de quelqu'un qui y reviendrait. Bonne maison, dit Ruth doucement. Elle le pensait de la même manière que la première fois qu'elle l'avait dit, comme plus que le bâtiment. Tout le monde comprenait cela. Elle finit son café, elle partit. Thomas alla se coucher tôt sans qu'on le lui demande. Il se tint dans l'embrasure de la cuisine, regarda James et dit « Bonne nuit », avec la simplicité directe qu'il utilisait pour les choses qui comptaient, et descendit le couloir. James l'entendit s'installer. En quelques minutes, la maison avait la qualité respirante d'un enfant qui y dort. James et Margaret s'assirent seuls à la table, la lampe entre eux, la fenêtre sombre de la nuit de janvier, les poêles qui cliquetaient en refroidissant. « Je dois retourner à North Fork demain, dit-elle. Pour Eliza, je sais, elle est avec Helen. Elle est en sécurité, mais elle est là depuis 4 jours et elle va avoir des opinions bien arrêtées sur le retard. » Quelque chose bougea dans sa voix. Pas tout à fait un rire, mais presque. Elle a des opinions bien arrêtées, admit James. Elle tient ça de son père. Margaret regarda la table. Robert était pareil, certain des choses, pas arrogant, juste certain. Il savait toujours ce qu'il pensait et il le disait clairement. Elle resta silencieuse un moment. J'aimais ça chez lui. Il m'a fallu un certain temps après sa mort pour comprendre que je pouvais encore aimer ça chez lui et aussi être ici. Elle leva les yeux. Être toujours une personne présente dans sa propre vie, pas seulement quelqu'un qui gère ce qui reste de la sienne. James la regarda. J'ai passé un an à être quelqu'un qui gérait ce qui restait, dit-elle, traversant les jours, m'assurant que les enfants mangeaient et dormaient et ne s'effondraient pas. Tenant le coup parce que quelqu'un devait le faire et qu'il n'y avait personne d'autre. Sa voix était stable, mais ses mains à plate sur la table pressaient légèrement contre le bois. Et puis la 2e année, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas à vivre, que Robert aurait détesté ça. Il m'aurait regardé me tenir si prudemment et aurait dit « Maggie, qu'est-ce que tu fais? Lâche ça. » Elle fit une pause. Il l'aurait dit exactement comme ça. On dirait quelqu'un avec qui je me serais bien entendu, dit James. Elle le regarda. Tu te serais bien entendu. Il t'aurait beaucoup aimé. Elle le dit simplement, sans poids, pas compliqué, juste vrai. Il aurait aimé la façon dont tu parlais à Thomas, la façon dont tu écoutes avant de dire quoi que ce soit. Elle regarda ses mains. La façon dont tu as ramassé ma fille dans un banc de neige et ne l'as pas reposée avant qu'elle ne soit au chaud. La cuisine était très immobile. James regarda la lampe. Il pensa à ce qu'il allait dire, et il pensa à 4 années à ne rien dire. Et il pensa à Thomas dans la grange lui disant que sa mère avait ri pour la première fois, et au bras d'Eliza autour de son manteau, et aux biscuits sur le poêle et à la lettre. J'ai trouvé votre farine et vos provisions. Et à l'oiseau sur l'étagère que Caroline lui avait demandé de faire, et qu'il avait gardé là 4 ans sans le voir jusqu'à ce qu'une enfant de 7 ans lui demande pour qui il était. Je veux te demander quelque chose, dit-il. Margaret le regarda. Je vais le demander clairement, dit-il, de la même manière que je demande tout. Et je veux que tu y répondes de la même manière. Pas de gestion, pas de contenance, juste ce qui est vrai. D'accord, dit-elle. Il la regarda directement de l'autre côté de la lampe. Je veux que tu reviennes, pas pour passer, pas comme gouvernante ou ouvrière ou quelqu'un avec un arrangement. Je veux que tu reviennes comme... Il s'arrêta, trouva le mot juste, le seul mot. Comme la mienne. Et je veux que Thomas et Eliza aient ce ranch comme le leur. Et je veux arrêter d'appeler cette chose ce que nous l'avons appelée et l'appeler ce qu'elle est déjà. La cuisine resta immobile.
Margaret le regarda. Elle le regarda de la manière dont elle l'avait regardé sur la route la première nuit. Ce regard mesuré et prudent. Et puis elle le regarda de la manière dont elle ne l'avait pas regardé alors, c'est-à-dire avec tout ce qui n'était pas gardé, tout ce qui était géré mis de côté, juste la vérité de ce qui était sur son visage. Qu'est-ce que c'est déjà, dit-elle. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Une famille, dit-il. C'est ce que c'est déjà. Nous quatre, peu importe comment tu veux appeler la version officielle de cela, c'est la partie qui est vraie. Il soutint son regard. Et j'aimerais la rendre officielle, si tu le veux aussi. La flamme de la lampe bougea dans le courant d'air de la fenêtre. Les ombres se déplacèrent. Margaret le regarda pendant un long moment. Assez longtemps pour qu'un homme moins sûr du terrain aurait commencé à combler le silence. James ne le sentit pas. Il avait appris très jeune que les silences importants devaient être laissés tranquilles jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se résoudre. « Je suis tombée amoureuse de cette cuisine, dit-elle finalement, très doucement. Il attendit. « Ce premier matin, quand je suis sorti et qu'Eliza était sur la chaise et que tu étais au poêle. Et tu lui avais donné des œufs parce qu'elle t'en avait demandé et que tu n'en avais pas fait toute une histoire. » Elle le regarda le poêle. J'ai pensé, c'est un homme qui fait simplement ce qui est juste. Il n'y pense pas. Il le fait, c'est tout. Elle le regarda de nouveau. Et puis j'ai pensé, je n'ai pas côtoyé ça depuis très longtemps. J'avais oublié que ça existait. Ses yeux brillaient. Et puis j'ai pensé, je suis dans de beaux draps. James sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été verrouillé pendant 4 ans, comme une rivière se verrouille sous la glace, commençant à bouger. « Tu n'es pas dans de beaux draps, dit-il. »« Non, dit-elle, je ne le suis pas. » Plus maintenant, elle soutint son regard. La lueur dans ses yeux ne déborda pas. Elle était trop elle-même pour ça, mais elle était là. « Oui, James. Oui, c'est ma réponse. Oui à tout. » Il tendit la main sur la table et prit la sienne, les deux siennes. Des mains bandées et guéries, des mains travailleuses. Les mains d'une femme qui avait creusé dans la neige, conduit à travers des blizzards et maintenu sa famille unie par pure volonté pendant 14 mois. Dans les siennes. C'était tout. Juste ses mains et les siennes dans une cuisine qui avait été une tombe pendant 4 ans et qui n'était plus une tombe. On les restèrent assis comme ça un moment, et aucun d'eux n'eut besoin de dire autre chose. Parce que la chose elle-même était présente et connue et ne nécessitait aucune traduction. Margaret retourna à North Fork le lendemain matin pour Eliza. James l'accompagna. Il n'avait pas prévu de le faire. Il avait prévu de rester et de travailler sur la clôture, de la laisser faire le voyage seule et de revenir quand elle serait prête. Mais il se réveilla avant l'aube, resta allongé dans le noir pendant 10 minutes, puis se leva, sella Buck et était à la porte quand elle sortit avec son manteau. Elle le regarda. Il la regarda. « North Fork, c'est une journée entière de route, dit-elle. Je sais à quelle distance c'est. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Tu vas rencontrer Helen. Il semblerait. Elle va te poser des questions. Je leur répondrai. » Margaret le regarda un instant de plus. Puis elle hocha la tête une fois et se dirigea vers le chariot. Il chevaucha à ses côtés sur la route, et aucun d'eux ne dit grand-chose pendant les premières miles, ce qui était sa propre forme de conversation. Eliza les vit de la fenêtre de la maison de sa tante avant que le chariot n'atteigne le portail. Au moment où James descendit de cheval, elle courait déjà à travers la cour, son manteau à moitié mis, ses bottes mal lacées. Avec l'élan spécifique d'une enfant de 7 ans qui a attendu 4 jours et a atteint la fin de sa capacité à attendre, elle percuta James à pleine vitesse, les 2 bras autour de lui, le visage dans son manteau. Il la rattrapa. Il la serra. « Tu es venu, dit-elle dans son manteau. « Je suis venu. J'ai dit à maman que tu viendrais. » Elle se recula pour le regarder avec une complète justification sur son visage. « Je lui ai dit que tu n'étais pas le genre d'homme qui dit juste « si vous avez besoin de quelque chose ». Je lui ai dit que tu étais le genre d'homme qui vient. » James la regarda. « Tu avais raison. Je sais. » Elle regarda son cheval. « Capitaine s'est ennuyé de moi. Il s'est ennuyé. » James dit ce qui était assez vrai pour être dit. Helen sortit sur le poche. Une femme solide et pratique dans la quarantaine, avec la franchise de Margaret, mais une version plus visible. Le genre qui avait pu se développer sans le poids que Margaret avait porté. Elle regarda James avec le regard évaluateur d'une femme qui aime sa belle-sœur, l'a vue traverser des épreuves difficiles
et regarde maintenant l'homme dans sa cour pour déterminer de quel genre de choses il s'agit. James croisa son regard. Elle le regarda un long moment, puis elle dit « Entrez, je vais faire du café. » Elle entra, elle fit du café mais elle lui posa 4 questions, directes, spécifiques, pas méchantes. Les questions de quelqu'un qui a besoin de comprendre une chose avant de pouvoir la soutenir. Il répondit à chacune clairement, sans gérer les réponses, ce qui était la seule façon dont il répondait à quoi que ce soit. Elle écouta. Quand il eut fini, elle enroula ses mains autour de sa tasse et le regarda de la manière dont Ruth Hensley l'avait regardé le premier matin. Cette recalibration spécifique d'une attente. Puis elle dit « Robert t'aurait aimé. » « On me l'a dit, James. Elle sourit presque. Il était direct aussi. Ça agaçait les gens qui n'y étaient pas habitués. Elle regarda Margaret. Il était bon pour elle. Les bonnes personnes ont le droit d'être bonnes les unes pour les autres, plus d'une fois. Elle regarda de nouveau James. C'est ce que je crois. Au cas où ce que je crois vous importe, ça m'importe, dit-il. Bien. Elle se leva et remplit son café sans demander. Alors nous nous comprenons. Ils repartirent vers le ranch en début d'après-midi. Tous les 4. James sur Buck, Margaret conduisant le chariot, Thomas à côté d'elle, Eliza à l'arrière enveloppée dans 2 couvertures. Avec ses opinions sur tout et l'énergie conversationnelle inépuisable d'un enfant qui a été sage et patient pendant 4 jours et dépense maintenant libéralement ses réserves. Elle parla du chien que Helen gardait, d'un garçon à North Fork qui lui avait montré comment lancer une boule de neige correctement, et d'un rêve qu'elle avait fait où Capitaine courait dans un champ d'herbe verte, ce qui n'avait pas sonné son janvier, mais c'était quand même un bon rêve. Thomas écoutait et disait occasionnellement « Eliza » sur le ton spécifique d'un grand frère, ce qu'elle ignorait avec l'aisance exercée de quelqu'un qui a ignoré ce ton toute sa vie. Margaret conduisait, regardait la route et occasionnellement James qui chevauchait à côté du chariot. Et quand elle le regardait, c'était avec l'expression d'une femme qui a posé quelque chose de lourd et s'habitue encore à la liberté de ses propres mains. James chevauchait et pensait au ranch qui attendait au bout de la route. La nouvelle grange, le canal d'eau coulant propre à travers une terre qui était de la sienne. Le champ nord avec son accès au ruisseau que Strong continuerait d'essayer de prendre et continuerait d'échouer à prendre, parce que certaines choses n'étaient pas à vendre à aucun prix. La cuisine avec la lampe, le poêle, la chaise près du feu et l'oiseau en bois sculpté sur l'étagère au-dessus de la fenêtre. Il pensa à ce que le ranch allait devenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10. Il pensa à Thomas apprenant le champ nord, comme James l'avait appris, en parcourant chaque centimètre carré en chaque saison jusqu'à ce que la terre devienne lisible. Jusqu'à ce que vous puissiez sentir dans la qualité de l'herbe et le comportement du ruisseau ce que l'été apporterait et comment s'y préparer. Il pensa à Eliza nommant chaque animal de la propriété avec la minutie systématique d'un enfant qui comprend que les choses nommées sont des choses dont on prend soin. Il pensa à Margaret à la table de la cuisine écrivant des lettres avec des mains fermes, et Margaret au poêle, et Margaret debout dans le jardin au printemps avec le regard particulier d'une femme qui planifie quelque chose, et Margaret à côté de lui dans le noir, regardant des montagnes qui avaient tenu leur garde à travers tout et la tiendraient encore. Il pensa. Caroline aimait cette vue. Elle disait que ça la ferait croire en des choses. Il pensa. Elle avait raison. Il pensa. Elle a toujours raison. Les 2 choses vraies, les 2 choses tenues. Le deuil qui ne partait pas, mais changeait de forme. Et la vie qui poussait autour, comme un arbre pousse autour d'une pierre, ne l'effaçant pas, juste l'incorporant en faisant une partie de la structure. Ils atteignirent le portail du ranch alors que le soleil tombait vers les montagnes. Eliza descendit du chariot avant qu'il ne s'arrête complètement, ce qu'on lui avait dit de ne pas faire de nombreuses fois. Elle se dirigea directement vers la grange pour voir Capitaine, traînant une couverture derrière elle comme un drapeau. Thomas la suivit avec la résignation patiente d'un frère. Leurs voix revinrent de l'autre côté de la cour, Eliza racontant son retour en détail au cheval. Thomas disant « Eliza » sur ce ton. Le cheval manifestement indifférent à tout cela. James descendit de cheval. Margaret fit le tour du chariot et se tint à côté de lui. Ils regardèrent tous les 2 la grange d'où venaient les voix, et la maison derrière eux avec la lampe froide dans la fenêtre de la cuisine, attendant d'être allumée. Et les montagnes au-delà de tout,
faisant ce que les montagnes du Montana font. Maison. La voix d'Eliza dit de l'intérieur de la grange. Pas à quelqu'un en particulier. Juste le mot dit avec la certitude complète et simple d'une enfant de 7 ans qui a décidé où est la maison et ne voit aucune raison de compliquer les choses. James et Margaret se tenaient dans la cour et l'entendirent. Margaret le regarda. Il la regarda. Aucun d'eux ne dit rien parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Certaines choses sont déjà décidées au moment où vous pensez à les dire. Décidées de la manière dont les choses importantes se décident toujours. Pas en un seul instant, mais par accumulation. Dans le poids quotidien d'une centaine de choix ordinaires qui signifiaient chacun la même chose, jusqu'à ce que la chose elle-même soit simplement vraie. Et la seule question qui restait était de savoir si vous alliez le dire à voix haute ou simplement vivre dedans. Ils allaient vivre dedans. Ils allaient construire dessus comme on construit tout ce qui en vaut la peine. Pas tout d'un coup, pas par une seule personne. Pas sans coût ni difficulté, ni le long travail particulier de gens qui ont été brisés et ont décidé de continuer quand même. Mais par accumulation, en se présentant, par le choix quotidien de la même chose vraie, jusqu'à ce que le choix devienne la vie elle-même. Margaret se dirigea vers la maison. James marcha à ses côtés. Derrière eux, les voix de Thomas et Eliza continuaient depuis la grange. Le garçon demandant à la fille d'arrêter de grimper sur la porte du box. La fille expliquant que Capitaine préférait quand elle était à hauteur des yeux. Le cheval n'offrant aucune opinion. James ouvrit la porte. Margaret la franchit. Il alluma la lampe. La cuisine se remplit de lumière. Chaude, stable et suffisante. Comme le sont les bonnes choses. Pas spectaculaire, pas dramatique, juste réelle, présente et suffisante. Comme une maison est suffisante quand elle est enfin pleinement une maison. Dehors, l'hiver du Montana tenait sa garde comme il l'avait toujours fait. Énorme, patient, indifférent aux petites vies brillantes qui se vivaient dans son ombre. Les feux et les audiences, les longs silences et les mots finalement prononcés, les portes qui se sont fermées et celle qui s'est ouverte et ce qui l'a franchie. Tout cela comptant complètement. Une famille avait été construite ici, sur ce versant de terreur, à partir de la perte, de l'entêtement et de la grâce spécifique de gens qui se sont tendus la main à travers le froid. Et elle tiendrait très longtemps.